Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Jeudi le 10 juin 2021, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme a été inaugurée en Côte d'Ivoire, afin d'aider au combat contre les djihadistes en Afrique de l'Ouest. Cette école, en principe, devrait former des cadres professionnels ivoiriens, mais aussi de la sous-région. Le Premier ministre ivoirien, Patrick Hachi, aux côtés du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ont inauguré cette académie à Jacquesville, près d'Abidjan. Mais cette académie fait-elle de la Côte d'Ivoire la nouvelle base arrière des opérations militaires françaises au Sahel? Suivons maintenant les analyses de nos panélistes, qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Sahel, Côte d'Ivoire, base arrière des opérations militaires françaises dans la région. Nous attendons également vos avis. Mais pour l'heure, messieurs, commençons déjà par parler de cela. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a été reçu par le président ivoirien à Abidjan les 9 et 10 juin dernier. Mais que cache cette visite? C'est notre grande question. La Côte d'Ivoire serait-elle devenue le point d'ancrage de Paris? Sa chasse gardée, où elle peut faire ce qu'elle veut? Ou la Côte d'Ivoire est-elle devenue une province française? Nous continuons justement à nous interroger. Le pays de l'éléphant serait-il devenu la base arrière des opérations militaires françaises? Cette petite France qui ne veut pas quitter le continent africain et bien sûr le Sahel. Mais que fait la France en Côte d'Ivoire et au Sahel? Depuis quelques semaines, des officiels français se succèdent sur les bords de la lagune ébriée. Après le ministre de l'économie, des finances et de la relance économique, Bruno Le Maire, fin avril dernier, puis Franck Restière, chargé du commerce extérieur, début juin, c'est au tour justement de Jean-Yves Le Drian de se rendre en Côte d'Ivoire. Pourquoi tout ce balai diplomatique? Mais pourquoi faire? Que cachent toutes ces visites incessantes? Les officiels français seraient-ils devenus ivoiriens que nenni? On nous fait savoir d'ailleurs que c'est pour évoquer la situation politique au Mali et les efforts collectifs en faveur de la sécurité dans la région. Est-ce en Côte d'Ivoire que les problèmes maliens doivent-ils être, il faut le dire, évoqués? Surtout discutés. Quel est cet amour? Oui, la France aime tellement le Mali et parle également de son avenir. Selon les informations reçues, il est dit que Jean-Yves Le Drian a rappelé l'engagement de la France aux côtés des pays de la région dans la lutte contre le terrorisme et souligne d'ailleurs l'importance de l'implication des pays du Golfe de Guinée pour lutter contre cette menace venue du Sahel. Là encore, ce sont des informations que nous avons eues d'ailleurs depuis quelques heures. Eh bien, monsieur, cette menace venue du Sahel, Jean-Yves Le Drian déclare et marque d'ailleurs ainsi, nous dit-on, son soutien à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Cette Académie internationale est une plateforme unique de formation, de recherche, d'entraînement et de coopération pour tous les États de la région engagés dans la lutte contre le terrorisme. Mais de quel terrorisme parle-t-on? De quel djihadisme parle-t-on? De quoi parle-t-on réellement? Où sont les terroristes? C'est comme si on se disait, ou alors on disait au fort aux Africains, qu'on ne sait pas où se cachent justement ces terroristes. Autre chose, qui arme les terroristes? Qui leur donne de l'argent? Qui les finance? Là encore, nous nous interrogeons. Et si cette académie était plutôt une école du terrorisme en elle-même? Pourquoi un centre de gestion du terrorisme en Côte d'Ivoire? Que cache d'ailleurs cette information et que cache Jean-Yves Le Drian, que cache Emmanuel Macron, que cachent les politiques français du côté de la Côte d'Ivoire? Alassane Dramane Ouattara l'accepte-t-il ainsi quand on sait pertinemment aujourd'hui que du côté du Burkina Faso, là-bas, les hommes meurent chaque jour. Tout ça, on nous parle d'attaques terroristes. Voilà pourquoi cet après-midi, nous nous interrogeons. Sahel, Côte d'Ivoire, base arrière des opérations militaires françaises dans la région, c'est notre grande interrogation. Docteur Yamin Tiba, je vais me tourner vers vous. Jusqu'à preuve de contraire, on a un balai diplomatique et surtout d'hommes politiques français qui se baladent désormais du côté de la Côte d'Ivoire. Le dernier en date, c'est Jean-Yves Le Drian qui parle justement d'une académie. Je ne sais pas si c'est moi qui me trompe sur les mots, mais on parle d'une académie, une école contre le terrorisme. Pourquoi la baser en Côte d'Ivoire? Écoutez, il n'y a pas mille façons de comprendre cela. Il faut renforcer la présence militaire française en Afrique de l'Ouest. Et la meilleure façon de renforcer cette présence militaire,
c'est de créer une nouvelle base militaire, parce qu'en fait, cette académie qui n'est pas dans la base, qui n'est pas logée dans la base militaire française qui se trouve, je crois, Port-Bouët, comme on appelle, Oui. eh bien, cette académie se trouve dans une bourgade qui s'appelle Jacquesville. C'est quand même incroyable, on aurait dit qu'on est en France, Jacquesville. Jacquesville. Bon, enfin, on fait comme on peut. Ouais. Donc, dans cette bourgade-là, qui est pas loin d'Abidjan, ce qui permet d'ailleurs de contrôler Abidjan des deux côtés. Oui. Parce qu'en réalité, il faut regarder la position de ces deux bases militaires. Vous avez Port-Bouët qui est à l'est et vous avez Jacquesville qui sera à l'ouest. Du coup, la ville d'Abidjan est totalement contrôlée par les Français. Souvenez-vous qu'en dehors des événements de 2010, les Ivoiriens avaient quand même un exutoire et beaucoup étaient justement passés par l'ouest pour sortir d'Abidjan. Oui. Donc aujourd'hui, on dit on va installer l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à l'ouest. Ce qui veut dire que désormais la ville est contrôlée par les forces françaises des deux côtés. Pas de possibilité de s'échapper, pas de possibilité de sortir de la ville sans l'ordre express des Français. De la France. Mais allons plus loin. On vous dit que cette école, cette fameuse académie, aura pour tâche, d'abord il y aura de la formation. Former qui? Pourquoi? Vous avez vraiment le sentiment qu'en matière de compréhension du terrorisme, la France est plus aguerrie, est plus experte que, par exemple, des magistrats tchadiens ou des militaires tchadiens ou des magistrats maliens ou des militaires maliens? Vous en avez vraiment le sentiment? Je crois qu'il y a un certain mépris de l'expertise locale africaine qui est quand même extraordinaire. Vous pensez que la France s'y connaît mieux en lutte contre le terrorisme que le Cameroun? Vous en avez l'impression. En tout cas, ce terrorisme qui est dans le Sahel, on avait le sentiment. Donc, il y a des gens qui ont des faits d'armes, hein, et ces faits d'armes parlent historiquement. Donc, je crois que cette mission de formation des magistrats, des corps spécialisés, je crois que c'est de la fumée. Et puis on vous dira, il y aura un camp d'entraînement. Ah d'accord, en fait c'était ça le fond du problème. Fond du problème, en fait c'était ça, oui. C'était ça la vraie chose qu'il fallait nous dire en réalité. Un camp d'entraînement. C'est un camp militaire, un nouveau camp militaire qui est créé. Donc on va y apprendre le tir. Vous vous souvenez, lorsqu'on a dit qu'il y avait des militaires français qui allaient former des soldats camerounais en Gaoundira à un moment donné. Oui. C'était tellement... Et on se rappelle d'ailleurs que ces derniers ont pris l'initiative de placer le drapeau français. À ce moment-là, en réalité, vous comprenez que la mission n'a jamais été de former, mais ça a été de manifester la présence française. Donc, du coup, en réalité, ce dont il s'agit dans cette académie, c'est de la création de ce camp militaire. La vérité, c'est ça. Ce d'autant plus que les seuls formateurs, c'est les militaires français. C'est eux qui forment, eux seuls. Eux, ils ont une expertise universelle et indépassable, et eux, ils forment tout le monde. Les autres ne savent rien. Et enfin, on va dire, il y a un institut de recherche, on va faire de la recherche, partager de l'expérience. Non. Les deux premiers éléments, c'est de la fumée. Le premier élément, c'est-à-dire la formation des personnels qualifiés, c'est-à-dire les magistrats, les militaires et les policiers, par exemple, toutes ces forces-là, c'est le recrutement du personnel pour la francophilie. C'est-à-dire qu'on recrute les hauts cadres, parce qu'ils appellent ça justement la formation des cadres. Ils recrutent les hauts cadres de nos services de sécurité, de justice et nos services des relations extérieures à travers une telle académie, ce qui permet d'avoir des pions. Ce que vous appelez généralement sur votre plateau les endocolons. Les endocolons, oui. Comme ça. Donc, ça leur permet d'avoir des pions dans nos armées, dans notre magistrature, dans nos forces de police et dans notre diplomatie. Parce que quand ces gens vont là-bas en formation, eh bien, que se passe-t-il? Eh bien, ils sont forcément nourris par la vision française de l'Afrique et du monde, qui dit voici ce qu'on appelle un terroriste, voici comment on le traite, voici comment on s'y prend pour lutter contre le terrorisme. En fait, c'est la vision du monde des Français qu'on passe à ces gens-là. Et comme tous les formateurs sont français, il y a déjà eu une formation en 2018, oui. On a formé une dizaine de personnes, mais après quand même cette formation, on a le sentiment qu'il y a plutôt eu une recrudescence, enfin une amplification du phénomène terroriste. Donc, cessons de voir les choses, je veux dire qu'il est bien qu'on cesse de croire que les Africains sont naïfs. Cette académie, c'est de la poudre aux yeux. Le premier élément, la première considération sur la formation, c'est le recrutement de nos personnels. Le recrutement de nos hauts cadres pour qu'ils deviennent francophiles et qu'ils défendent les intérêts de la France. Deuxième élément,
c'est un camp militaire que la France va installer pour mieux contrôler Abidjan et renforcer sa présence, sa capacité de projection et sa capacité de déploiement dans cette zone du Sahel. Et la troisième chose, l'Institut de recherche, c'est justement les activités de recherche vont servir à, puisque ça s'appuie essentiellement sur le partage d'expériences, ces activités de recherche vont simplement être de l'espionnage, c'est simplement de l'espionnage sans effort. Oui. C'est-à-dire que nous vous réunissons, vous avez des sujets, peut-être ça va certainement prendre des experts, des étudiants en master, des étudiants en doctorat, des étudiants en post-doctorat, de la recherche menée par nos grands enseignants d'université et même certains hauts fonctionnaires qui sont des assistants, des chargés d'études, donc des gens qui ont une connaissance de terrain de nos pays. Et eux, ils vont venir donc livrer simplement à la France la somme, toute l'intelligence collective du terrorisme et de l'état de terrain sans frais. Simple. Oui. C'est ce que ça veut dire. Donc, en fait, vous avez une stratégie où quelqu'un réfléchit et se dit comment est-ce que je vais savoir tout ce qu'il y a dans les têtes de tous ces gars-là et avoir des relais chez eux sans faire d'efforts. Et tout en ayant une base militaire normale. Parce qu'en plus, tous ceux qui vont passer là-bas pour les formations, ils connaissent vos forces, vos faiblesses. Et il est évident que tous les officiers, par exemple, de nos armées et de nos forces de police qui vont y passer, vont nécessairement un jour ou l'autre se confier ou dire quelque chose dans le but de vouloir expliquer quelque chose. Parce que vous parlez, vous voulez expliquer une stratégie, vous voulez expliquer une tactique, vous voulez expliquer, développer une idée. Ben, ceux qui sont derrière, ils vous écoutent. C'est vos non-dits qu'ils retiennent. Et les non-dits là, c'est en réalité les problèmes auxquels vous êtes réellement confrontés. Et c'est les éléments de la stratégie nationale qu'involontairement vous allez livrer. Et la conséquence, c'est que vous allez avoir 20 militaires et 2 hélicoptères qui peuvent défaire un pays, peuvent défaire un gouvernement. Vous avez vu ça en Côte d'Ivoire, en 2010. 20 militaires et quelques... Nous parlons de la Côte d'Ivoire. On a justement l'impression que c'est un terrain d'expérimentation. Ils ont expérimenté, ils ont compris comment ça doit se passer et aujourd'hui, ils sont en train d'implémenter leur framework. Ils l'implémentent et ils savent qu'ils tiennent cette zone par là. Au su et au vu de tous les Ivoiriens, sans qu'ils ne disent un seul mot, avec la bénédiction de Alassane Dramane Ouattara. Non, c'est pas avec la bénédiction. Si vous dites avec la bénédiction, vous le défaites de sa responsabilité et de son engagement, de son implication. Avec la complicité. C'est la complicité, la coaction même. Parce que ça a été signé le 21 décembre 2019. Ils ont signé, les 2 présidents, ils ont annoncé. Oui. Et ils vous disent que c'est une institution qui a une coordination interministérielle. C'est écrit dans le site, sur le site de la diplomatie française, du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est écrit là-dedans. Donc c'est une coordination interministérielle. Alors, autant que je m'en souvienne, lorsque vous avez une coordination interministérielle, ça veut dire que vous avez un gouvernement, vous avez un chef de l'État, vous avez un gouvernement commun. Votre gouvernement coordonne les choses. Et donc, finalement, c'est la France qui est en tête de ce gouvernement. Finalement, ça veut dire qu'il n'y a pas de gouvernement en Côte d'Ivoire. Et que c'est la France qui coordonne ses affaires tranquillement. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les gens cherchent une capacité de projection facile. Lorsque vous avez ces 2 bases-là, il y a la base qui gère les problématiques anciennes. Vous avez cette nouvelle base qui est un nouvel élément si vous voulez, d'embrigadement des esprits. Parce que quand vous dites une académie, ça veut dire qu'il y aura une forte activité de communication, il y aura une forte activité de recrutement. Il va forcément y avoir à un moment ou à un autre des gens qui vont se retrouver dans ce camp sans que vous sachiez très bien comment ils en arrivent là. Particulièrement des gens qui viendront sous le couvert des ONG. Des gens viendront sous ce genre de couvert, mais qui pourront être en réalité ceux qui sont, si vous voulez, ceux qu'on arme pour animer le terrorisme justement. Parce qu'il faut bien qu'on s'entende. Ce qu'on appelle même le terrorisme dans la zone du Sahel, dans la région en Afrique de l'Ouest ou dans nos zones d'Afrique centrale, qu'est-ce que c'est? C'est des actes, on peut supposer que le terrorisme, c'est poser des actions qui suscitent la terreur. Quand vous regardez nos bases culturelles, vous regardez les gens vivre tous les jours, vous avez le sentiment que c'est le mode de vie que nous avons. Pas du tout. Vous avez quand même le sentiment que la Première Guerre mondiale a commencé par un acte de terrorisme. L'assassinat d'un archiduc en public. C'est des choses qu'on ne fait pas chez nous. D'ailleurs, il n'y a pas
d'exemple dans l'histoire de ce genre de choses. Vous vous souvenez très bien que, au fond, la plupart lorsqu'on décapite les rois, les choses comme ça, c'est pour susciter la terreur. C'est le terrorisme d'État à ce moment-là. Il est contrôlé par l'État. Donc, il faut savoir que, de mon point de vue, la Côte d'Ivoire n'est pas seulement devenue il n'y a pas seulement l'idée d'une base arrière des opérations militaires françaises parce qu'il y a une première base, parce que la plupart des gens qui interviennent au Mali, c'est là qu'ils se ravitaillent. C'était d'abord au Tchad, mais je crois qu'à un moment donné, Idriss Déby Itno avait calmé tout ça. Oui. Voilà, et ils ont commencé à se ravitailler. Les mouvements, c'est entre la Côte d'Ivoire et le Sahel, et le Nord. Oui. Donc ensuite, vous avez un des outils les plus importants qu'ils utilisent pour financer cette lutte contre le terrorisme, parce qu'au fond, lorsque la France vous dit qu'elle dépense 1 milliard d'euros pour Barkhane au Mali, mais le milliard d'euros ne vient pas de ces 514, ne vient pas dans les 514 milliards d'euros de son budget de cette année 2021. Le milliard d'euros ne vient pas des efforts des Français. Le milliard d'euros vient des efforts des Africains francophones via le franc CFA. Et c'est ça qui finance donc la présence militaire française en Afrique. La conséquence, c'est que, il se voit donc clairement que la personne qui peut soutenir ce genre de choses, mais c'est celui qui défend Mordicus, le franc CFA, qui est devenu l'écho. Et vous comprenez donc que lorsqu'il est venu annoncer l'écho, oui, l'un des éléments dont on n'a pas beaucoup parlé à l'époque, parce qu'on ne les avait pas vus, c'était cette fameuse académie, puisque c'est ce même jour que ça a été signé. Quand on a signé l'écho, c'est à ce moment-là qu'on a signé également l'installation de cette académie-là. Donc, mais je dis encore, et je chute par là, je dis aux Africains, vous voulez vous débarrasser de ce genre de subterfuges qui viennent vous piquer les meilleurs de vos armées, de vos forces de police, de votre magistrature, de votre diplomatie, pour qu'une puissance extérieure continue à contrôler vos pays, ce qui, en matière de droit, s'appelle de la haute trahison. Ça s'appelle de la haute trahison. Eh bien, vous avez deux choses simples à faire. Vous foncez pour créer la CEAC. Ça va faire tomber automatiquement, mécaniquement, la CEMAC et l'UMAC, et donc tout ce qui est franc CFA et tout ce qui est francophonie. Oui. Vous créez la CEDEAO, ça va être la même chose là-bas. Et en fait, rien ne nous garantit que ces deux entités parleront encore français, qu'il y aura même encore le français comme langue officielle dans ces deux entités. Donc, dès que vous avez fait ça, vous privez la France de ses moyens de financement de ses bases militaires en Afrique, tout simplement. Patient Parfait de bon après-midi, bienvenue à vous. Merci Steve, bonjour, bon après-midi, merci pour cette invitation. Je vais vous accueillir à chaud, hein. Parlant justement de ce sujet que nous mettons sur la table. Sahel, Côte d'Ivoire, base arrière des opérations militaires françaises dans la région. Il y a encore quelques jours, la France a déclaré le démantèlement de Barkhane du côté du Mali. Pendant ce temps, elle veut créer une nouvelle base militaire du côté de la Côte d'Ivoire, en nous faisant croire justement que c'est une académie contre le terrorisme. Qu'en pensez-vous? Oui, écoutez, nous sommes là face à un virage extrêmement dangereux. Il faudra que des décideurs politiques du moment dans nos États prennent la mesure de ce nouvel enjeu. Au-delà du théâtre d'entraînement, des opérations de barboserie diverses que constituent nos États, et surtout la bande sahélo-sahélienne, on veut aussi transformer une partie de nos États en centre d'expérimentation des opérations d'envergure, mais extrêmement sophistiquées et pointues. Apparemment, cette base dans cette académie va s'occuper de la formation des forces spéciales. Oui. Et qui dit force spéciale dit ce qu'est le pointu des pointus dans l'art militaire, surtout dans les opérations. Je vous poserai la question, les forces spéciales pour qui? Mais prétendument les forces spéciales africaines. Dans un premier temps, il avait été envisagé que ce centre soit logé au Cameroun, dans la zone de Fifinda, il faut le savoir, non le de Kribi. Mais on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Finalement, le projet est tombé à l'eau. Et pourquoi on l'a donc transporté du côté d'Abidjan, où déjà nous avons la base militaire française, le 43e Bima. Ça renforce des réponses qui ont été données par le docteur Yamtiba. Oui. Et la responsabilité de M. Alassane Dramane Ouattara est plus qu'engagée dans cette affaire-là, parce qu'en réalité, il se rend complice d'une opération qui aura pour objectif, justement, de domestiquer l'élite
militaire en termes de capacité de pénétration dans des zones ennemies et faire des dégâts énormes, parce que c'est les forces spéciales, n'est-ce pas? Mais aussi, en réalité, de multiplier, contrairement à ce qu'on aurait pu penser qu'avec la fin de Barkhane, au Mali. D'ailleurs, j'ai bien relu le texte, il ne parle pas de fin. Il dit qu'il va essayer de modérer, il va réduire les effectifs, il raconte des conneries comme ça. On dit une chose et une autre. Non, on lui demande d'évacuer, de dégager rapidement avec toute cette poubelle-là, et puis on verra ce qui va arriver au Mali. Qui brûle. Oui, qu'il évacue complètement. On ne veut plus de ces histoires-là chez nous. Donc, je disais donc tantôt que ça consiste en réalité à mieux professionnaliser cette élite militaire africaine dans tous les domaines, surtout dans le domaine de la domestication de leur esprit. On ne parle pas assez souvent de ça. Et Yamtima en a touché un mot. Vous vous souvenez d'un président du Niger qui un jour a eu la malicieuse idée de remettre en cause des contrats d'uranium dans son pays. Ce fut très simple, vite fait. On a convoqué quelques hauts gradés militaires qui ont été formés à Saint-Cyr. On lui a dit on veut plus la gueule de ce monsieur, il faut le dégager. Et ce fut fait. Bien sûr. Ce fut fait. Donc, ces gars qu'on va former, qui sont formatés à la française, avec pour idée première de défendre les intérêts de la France. Parce qu'en réalité, en fine, c'est ce qui va arriver. Donc ce sont des Africains qui seront formés pour défendre les intérêts de la France. Mais c'est cela. Je reviens. Par exemple, le corps qu'on appelle la Légion étrangère, Oui. c'est un corps de mercenaires étrangers au service de la France. Tout à fait. Un corps de mercenaires étrangers. D'autres doivent passer par la Légion étrangère, faire un certain nombre d'opérations avant même de prétendre obtenir la nationalité française. On recrute dans tous les pays, Madagascar, Cameroun, un peu partout, et on leur dit, okay, c'est un corps de chiens de guerre au service de la France. Donc, faisons très attention avec ces histoires-là. Je pense que cela prouve quand même que les lignes bougent sur le plan de ces aspects sécuritaires, sur ces aspects de renforcement des capacités des armées africaines qui étaient encore hier sous domination française. La présence russe est venue chambouler complètement tout ce grand tableau. Et la France essaie de refaire confiance à ceux qui sont le mieux assujettis à ses intérêts. D'où le choix de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas fortuit. D'où le choix de la Côte d'Ivoire pour voir dans la mesure où il faudra quand même faire une réforme, au moins de rattraper la portion congrue de ce qui risque de lui rester à terme dans cette zone qu'elle a dominée pendant très très longtemps. Et c'est là où c'est délicat et ça nous pousse à penser que même de retour du président Laurent Gbagbo, si cela n'est pas accompagné par une certaine dimension, d'une certaine mobilisation populaire pour imposer très rapidement la transformation de l'essai en termes de dégager l'actuel pouvoir qui est à Abidjan, il risque de ne pas beaucoup compter sur la balance par rapport à ce qui est en train de se faire actuellement à Abidjan. Donc, c'est encore un nouveau coup fourré de la France qui, comme je le dis, ils ont le Gabon, ils auront la Côte d'Ivoire, le Tchad, ça commence légèrement à tanguer avec la présence russe au niveau de la Centrafrique. Oui. On va maintenant proposer aux États africains la formation de leur élite en termes de forces spéciales et on va loger tout ça dans un lieu sûr, dans une bulle, comment dire ça, dans ce nid complètement éloigné des influences, n'est-ce pas, qui ne sont pas du tout, qui ne vont pas dans le sens des intérêts de Paris, pour mieux former des corps d'élite qui seront au service de la France et qui pourront retarder cette marche en avant qui a été déclenchée depuis un certain temps dans un certain nombre d'espaces pour en réalité ne plus dépendre totalement de Paris dans la formation de nos armées. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave aujourd'hui. Et nous disons avec force, nous insistons là-dessus, c'est à l'Afrique, au peuple africain, au pays africain, d'avoir la liberté de choisir les partenaires qui vont les accompagner dans l'élaboration et dans la formation d'un certain nombre de capacités de réponse à tout type de difficultés que l'Afrique peut avoir. Mais on ne doit pas nous imposer, comme ce fut le cas jusqu'à un passé très récent, le cap et la ligne de conduite à suivre sur le fallacieux prétexte que
c'est la malle partie qui a parlé. Donc tout ça, ça fait partie de tous ces combats. Vous avez un pays comme le Cameroun, et c'est là où vous voyez que c'est délicat, qui n'a pas que des officiers qui sont formés en France. On a aussi des officiers qui sont formés localement, ce qui est rare. On a des officiers qui sont formés au Maroc. Mais ce qui est bizarre, dans le cas camerounais par exemple, c'est qu'on a constaté qu'on a des officiers qui sont allés, qui ont été envoyés en spécialisation dans un pays qu'on appelle la Russie. Beaucoup de gens ne le savent pas, je vous donne l'info. Même au Brésil. Alors ça fait paniquer l'état-major français qui se dit, attention, il y a des choses certainement qui vont se passer là-bas qu'on ne maîtrise plus. Et évidemment, quand vous avez une armée qui est un conglomérat de tous ces bonus-là, vous ne pouvez plus la contrôler, vous ne pouvez plus l'orienter comme vous voulez, comme ce fut le cas au niveau du Niger, dans l'exemple que je viens de donner. Vous ne pouvez plus, parce que vous avez des gens qui reviennent avec des perceptions du monde différentes, avec la perception des défenses de leur peuple différentes, et qui ne vont pas, comme ça, par un claquement de doigts, s'aligner sur des positions qui risquent d'être défavorables aux intérêts de leur propre peuple et de leur propre pays. Et c'est ce que redoute Paris. C'est ce que redoute Paris au plus haut point. C'est ce qu'a expliqué Ngos. Le fait qu'après la mort du maréchal Déby, qu'on a vu M. Macron venir en courant pour être aux côtés des nouvelles autorités. C'est-à-dire, en réalité, c'était pour s'assurer que ces autorités vont continuer à être dociles et l'accompagner dans son vaste plan, n'est-ce pas, de continuer à avoir une même mise sur l'ensemble de ces opérations. Vous me direz que oui, le Tchad accompagne déjà la France au niveau du Niger, plus de 2000 hommes dans les forces de l'AMINUSMA, mais aussi dans le cadre de l'opération Barkhane, près de 3000 hommes. Et cela ne vous a pas échappé. Vous avez vu quand même comment ils ont tenté de procéder encore à un étirement des forces armées tchadiennes du côté de la frontière centrafricaine. Heureusement que l'intelligence africaine a vite éventé le complot. Cela permettait en réalité au pouvoir central de Djamena d'être complètement débarrassé de tout bouclier. Et tout pouvait arriver. Parce que souvent, nous sommes dans les spéculations, on s'imagine que oui, c'est sûr que c'est l'autre qu'on veut positionner, mais eux, ils ont toujours 3, 4, 6, 7, plusieurs fers au feu. Quoi. Ils sont plusieurs fers au feu. On peut penser que c'est Mahamat qui veut protéger, alors qu'eux, ils ont un autre pion dans qu'ils veulent justement protéger. Qui veulent positionner. Donc, tout ça nous amène à penser, à croire que nous ne serons tranquilles, nous ne pourrons dormir sur nos lauriers, que quand nous aurons la capacité de choisir nous-mêmes nos partenaires, surtout sur les questions sécuritaires, mais le mieux, quand nous serons en capacité de former nous-mêmes notre propre élite militaire, avec notre idéologie, avec notre vision des choses, c'est à ce moment-là qu'on pourra penser que vraiment nous sommes légèrement débarrassés de cette tutelle. La France a des relations avec beaucoup de pays. Je cite un, l'Algérie. En termes de coopération militaire, ce n'est plus le même type de rapport. Ce n'est même plus le même type d'injonction que Paris peut donner aujourd'hui à l'armée algérienne. Ils ont tenté plusieurs fois. Vous avez vu la réaction de l'Algérie. C'est le chemin vers lequel les armées africaines, les États africains doivent absolument orienter le système de défense et de sécurité pour nous permettre d'être vraiment totalement en sécurité. Et je ne sors pas de la question du djihad. Parce que c'est ça le prétexte, lutter contre le djihad. Le prétexte pour lequel M. Macron décide de ne plus coopérer correctement avec le pouvoir de Bamako, parce qu'il a des soupçons que ce pouvoir-là risque de prendre langue avec des djihadistes, prétendument. Mais bon sang, vous connaissez un pays qu'on appelle le Qatar? Vous connaissez un qu'on appelle l'Arabie Saoudite, qui finance les djihadistes mieux que ce genre-là? La France a-t-il coupé ses relations avec ces pays? Non. Mieux, les prétendus djihadistes sont des Africains. Au nom de quoi on nous interdit de parler avec ces gens? Au nom de quoi? Mais au nom de quoi? Mais pourtant, on voit comment, de temps en temps, les otages français sont libérés dans le Sahel. Est-ce qu'il n'y a pas de négociation? Et quand on négocie, on fait comment? On utilise le langage de, comment on appelle ça, des sourds-muets. Hein? Un peu de sous-cirque. Mais même le langage des sourds-muets, c'est une négociation. Donc, qu'on ne nous fasse pas croire qu'il est interdit à qui que ce soit. Moi, je suis... Aux Maliens de se parler entre eux, c'est quand même la chose la plus... S'ils peuvent trouver une solution, pourquoi pas? C'est le minimum. Donc, apparemment, la France ne veut pas que les Maliens se parlent entre eux. Mais parce que si les Maliens se parlent entre eux, son rôle maintenant, c'est quoi? On vous a compris, hein, patient parfum d'homme. Je me tourne vers vous, Charlie Kenyé. Vous êtes quand même un spécialiste des questions militaires. On parle de terrorisme, on parle d'académie contre le terrorisme. Finalement, le terrorisme est devenu un État?
qu'on ne peut pas combattre? Tu veux bien savoir? Non, écoutez, vous savez, le terrorisme aujourd'hui, c'est une valeur marchande. Et le terrorisme, c'est une entreprise occidentale dans laquelle l'Afrique est un bon client. Ça, il faut le comprendre. Et quand je parle ainsi, lorsqu'on parle de terrorisme à l'échelle internationale, vous devez savoir qu'à l'échelle internationale, on n'a pas trouvé un consensus dans la définition même du mot terrorisme. Ça veut dire que c'est chaque État qui va selon ses intérêts. En fonction des intérêts de mon État que vous menacez, je peux vous taxer de terroriste. C'est pourquoi quand vous allez dans les pays comme la Turquie, vous allez voir là-bas, il y a une minorité, la minorité kurde du sud-est de la Turquie, les Kurdes. Oui. Il y a un parti là-bas qui s'appelle le PKK, qui est considéré par le gouvernement d'Ankara comme étant plus dangereux que l'État islamique. Mais je veux dire, Erdogan a dit clairement que ce mouvement est plus dangereux que l'État islamique. Ouais. Vous comprenez un peu? Mais quand vous questionnez par exemple le département d'État américain, ils vont vous dire que ce sont des freedom fighters, c'est-à-dire des combattants de la liberté. Et demander un certain droit, le droit à l'autodétermination, un peu comme ce qu'ils ont voulu ramener au niveau du NOSO pour le Cameroun. Donc ça dit que le terrorisme aujourd'hui, c'est une valeur marchande. En réalité, pour le cas spécifique de l'Afrique, il faut comprendre que on n'est pas réellement dans du terrorisme. Vous suivez un peu. J'aime souvent prendre cet exemple. Quand moi j'étais à Bamako en 2015, quand le pays était vraiment divisé en deux, quand vous alliez du côté du nord, les forces maliennes n'existaient plus. C'est-à-dire que à Gao, Tombouctou, à Montan, non. En réalité, là-bas, c'est l'armée française qui faisait des patrouilles aux côtés de ce que vous appelez terroristes aujourd'hui. Le Moudjao, Ansardine, et tout ce que Acmi. Je parle bien de l'armée française qui exerçait des patrouilles là-bas, de ce côté-là, avec des terroristes. Donc, pour dire que nous sommes dans une valeur marchande. Et dans cette valeur marchande, la France fait ce qu'elle a l'habitude de faire. Et ce qu'elle fait le mieux, c'est-à-dire la distraction. La distraction, pourquoi? Parce qu'on vous dit non, vous êtes une menace qui s'appelle le terrorisme. On vous crée un mouvement qui s'appelle le G5 Sahel, la force conjointe G5 Sahel. Mais en réalité, c'est de la fumisterie. Ça n'a rien de concret. Pour deux raisons. La première, c'est que vous ne pouvez pas créer un mouvement comme le G5 Sahel et vous n'êtes pas sûr d'assurer la pérennité des financements. Et parce que vous savez que ce que vous avez créé va vous dépasser, la France a voulu faire passer par exemple la force conjointe G5 Sahel sous la résolution du chapitre 7 des Nations Unies, c'est-à-dire sous financement onusien. C'est-à-dire il y avait un droit de regard de la communauté internationale. C'est que les Américains ont bloqué. La deuxième des choses, c'est que vous créez une force comme celle-là, mais vous donnez quand même aux rebelles une sortie de crise, c'est-à-dire une zone de repli. Vous ne pouvez pas aujourd'hui combattre le terrorisme dans la région sahélo-sahélienne sans y intégrer l'Algérie. C'est impossible. Parce que selon le patron du contre-terrorisme marocain, le sud-est de l'Algérie est le fief par excellence d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, donc ACMI. Donc, quand vous sortez sur ça, vous revenez maintenant à ce qu'ils sont en train de nous vendre encore tout à l'heure, c'est-à-dire que une académie contre le terrorisme. L'académie contre le terrorisme et autres. Il faut savoir deux choses, ou alors trois principalement dans ça. Le Cameroun l'a refusé parce que, pour ceux qui ne savent pas, le Cameroun a sa certaine stratège. J'aime souvent l'habitude de le dire. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour des raisons politiques. Il est un grand stratège. Parce qu'on a compris quelque chose. Si réellement vous êtes dans l'optique de nous aider à combattre le terrorisme, renforcer ce qui existe déjà comme moyen de... Et parmi ce qui existe, vous avez l'EIF, vous avez l'École internationale des forces de sécurité, où là-bas, le Cameroun fait un magnifique travail. Une autre chose également, c'est que dans la création, parce qu'on parle d'une académie internationale, dans l'académie internationale, il y a deux choses. Au-delà des aspects sécuritaires, au-delà de l'expertise militaire, vous aurez les universitaires qui vont venir faire de la recherche, vous aurez la société civile, vous aurez des hommes politiques. Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? Tout simplement pourquoi? Et pourquoi le timing? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas hier? La France a perdu pratiquement tous ces pays. C'est-à-dire que vraiment en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale, quand je dis perdu, je parle dans la moralité, dans la conscience collective africaine. Prenez le Bénin, prenez le Togo, prenez le Mali. La jeunesse africaine est en branle dans tous ces pays. C'est-à-dire la mouvance qui est en Afrique de l'Ouest, on ne l'a pas encore en Afrique centrale, dans la lutte, dans le sentiment anti-français. Et aujourd'hui, le seul pays qui n'exerce pas, qui ne parle pas encore avec cette tonalité, c'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que là-bas, l'élite politique, justement, exerce sur la population une certaine pression, mais au-delà de la pression, est dans ce qu'on appelle un certain mensonge d'État qui n'amène pas le peuple à réellement comprendre la menace française sur leur sol. Et aujourd'hui, il y a une menace qui s'appelle Laurent Koudou-Gbagbo qui arrive. Donc, avant que la menace Laurent Koudou-Gbagbo arrive, puisqu'on a déjà une élite politique qui nous est acquise, il faut déjà infiltrer l'élite qui reste là-bas, qu'elle soit politique, qu'elle soit militaire, qu'elle soit de la société civile. Et c'est en ça où l'académie qui arrive va se faire. C'est-à-dire qu'elle sera justement penchée dans la cooptation de cette élite-là, particulièrement l'élite militaire. Et quand on parle des forces spéciales, dites-vous bien une chose, tous les coups d'État qu'il y a eu du côté du Mali,
venait de quelle unité? Venait du BAF, le bataillon autonome des forces spéciales de Kati, qui est une unité des forces spéciales, l'élite de l'armée malienne. C'est-à-dire que, et tous ces gens ont été formés où ce sont des Saint-Syriens. Ceux qui arrivent et qui sont en train de chambouler justement l'idéologie française au Mali, c'est parce qu'ils sont allés en spécialisation en Russie et ils ont compris qu'on était dans un système qui n'est pas le nôtre. Revenons aux valeurs fondamentales. Le terrorisme, vraiment, comme je le disais tantôt, c'est une valeur marchande. Et c'est en ça aujourd'hui, les Africains doivent faire très attention. Pourquoi? Parce que, prenons le cas du Mali. Le Mali, c'est une production annuelle en or de 53 tonnes d'or. Le Mali, production annuelle en termes d'or, 53 tonnes d'or. Le Mali, c'est 50 usines de production de l'or, particulièrement dans la région du Nord, c'est-à-dire que pas dans le Sud, dans le Nord. Le Mali ne fait pas partie des pays qui possèdent une réserve d'or dans le monde. La France, c'est 0 production d'or sur son territoire. Mais la France est la 4e réserve d'or au monde, 2346 tonnes, derrière les États-Unis, l'Italie et l'Allemagne. Ça, c'est la France. Mais au même moment, on va vous dire que l'armée française combat le terrorisme au Mali. J'ai mis tellement de publications sur ma page où je démontrais à suffire que l'armée malienne au Mali est la véritable menace. Retirez Force Barkhane du Mali. Retirez le G5 Sahel du Mali. Je vous jure qu'en un mois, vous avez la paix dans ce pays-là. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez cette partie-là, où on vous parle du terrorisme, mais vous parlez du terrorisme dans une région où vos sociétés continuent à exploiter les ressources naturelles sans être inquiétées, protégées par les sociétés de mercenaires venus d'Afrique du Sud et d'autres. Mais on parle de quoi? Prenez la région du bassin de Touadéni, pour ceux qui ne savent pas, allez sur Google, tapez le bassin de Touadéni. Au niveau du sud-est du Mali, dans la région d'Arlit, vous avez une mine d'or là-bas qui est exploitée par la France. Et un peu plus du côté du sud-est, en allant vers la Mauritanie et un peu vers l'Algérie, on s'est rendu compte qu'il y a un important gisement de minerais d'uranium là-bas. Et ils sont au courant de ça. Aujourd'hui, c'est en perte de valeur au Niger, il faut garantir ça. Lorsqu'on empêche le gouvernement du sud, de Bamako, d'être en contact avec le nord, c'est tout simplement pourquoi? Parce que les milices qui exercent là-bas sont bien protégés, sont bien financés, sont bien équipés par la France. On va dire au nord que nous attendons, il faut faire les accords, il faut coopérer, parce qu'on veut maintenir cette région-là là-bas, pour permettre à ces régions-là une certaine autonomie. Pourquoi? Parce que demain on viendra les dire, on vous a aidé à être ce que vous êtes, on veut seulement que vous nous laissiez exploiter ce qui est ici. Et ça également, la jeunesse africaine doit le savoir. Donc nous sommes dans un jeu de ping-pong, nous sommes dans un jeu d'intérêt fort où le vrai défi aujourd'hui, c'est la protection et la défense de nos territoires. Je dis bien, c'est ça le défi. Et c'est là où le Cameroun l'a compris. Si vous n'êtes pas incapable, alors si vous êtes incapable aujourd'hui de protéger, de défendre votre territoire avec tout ce qui s'y intéresse, ou alors tout ce qui s'y trouve, vous êtes sûr qu'on va vous servir du terrorisme à longueur de journée comme ça. C'est-à-dire qu'on fabrique 2 ou 3 personnes qui vont venir vous dire que ça ne va pas. Mais il n'existe pas de terrorisme. Quand le terrorisme commence après l'assassinat de Mouammar Kadhafi, vous n'allez pas me dire que quand les Nations Unies demandent une protection de l'espace aérien à travers l'OTAN du côté de la Libye, quand la France avec Tony Blair allait bombarder là-bas, ils ne savaient pas que la conséquence de ça devait être ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Bon, nous y sommes aujourd'hui, on n'y peut rien. Qu'est-ce qu'on fait pour en sortir? La première des choses, et j'insiste par là, nous devons avoir au niveau de nos États des armées professionnelles républicaines. Dites-vous bien une chose, tout passe par la dissuasion. Vous ne pouvez pas parler des choses dont vous n'êtes pas capable de montrer à l'autre que j'ai la force et j'ai du répondant au cas où vous m'attaquez. C'est de ça dont il est question aujourd'hui. Et c'est là où j'aime toujours dire que le Cameroun le fait à merveille. Prenez tout ce que vous voulez voir dans le monde. Alors je vous parle, il y a un classement qui classe les meilleures armées. On va vous dire que le Cameroun est 21e. Mais ça ne nous dérange pas. On connaît qu'on est 21e. On va vous dire que la RDC est 8e. On n'a pas de problème, elle est 8e. Mais vous regardez ce qui se passe à RDC. Est-ce qu'aujourd'hui on a l'impression que l'armée de la République démocratique du Congo est à même à apporter les solutions aux problèmes de sécurité qui se trouvent dans ce pays-là? Non. Mais aujourd'hui, contrairement à ce qui se passe ailleurs, au niveau du Cameroun, on se rend compte que, nonobstant tout ce qui se dit peut-être en termes de faiblesse de notre armée, on a une armée qui non seulement sur le plan interne arrive à sécuriser notre territoire, mais parvient à se déployer sur le plan externe et maintient ses engagements en termes de responsabilité à l'échelle internationale dans le cadre des forces de sécurité, casque bleu, autre que vous voulez, en passant par la MINUSCA, la MINUSCO et autres. Donc, je dis et j'insiste, la France est dans le jeu de la distraction. La France est en train justement de s'assurer un avenir politique en Côte d'Ivoire parce que son avenir politique en Côte d'Ivoire est en train d'être empiété avec l'arrivée de Laurent Koudou-Babo. Et parce qu'il leur faut également une base arrière, voilà pourquoi votre thème, parce qu'il leur faut également une base arrière. Le Mali, le Togo et tout ce qui va dans les années ou dans les moments qui arrivent là, elle va les perdre. Donc il faut un territoire qui va être capable de pouvoir assurer un certain redéploiement tant stratégique.
au-delà du repli, mais un redéploiement tant stratégique, politique et même économique. Et justement, la Côte d'Ivoire, ce territoire-là, la Côte d'Ivoire, cette terre-là, et c'est là où nous prenions justement pour ce qui va arriver de l'autre côté avec nos frères de la CEDEAO. Finalement, à écouter Charlie Kenya, Albert Anatola ici, on a l'impression que Alassane Dramane Ouattara est au service de la France et laisse la Côte d'Ivoire sur un plateau d'argent pour faire leur sale besogne et continuer à avoir la même mise sur le Sahel. Heureusement, vous dites que vous avez l'impression. Monsieur Soulaï, je vous pose des questions. Hein. Mais, écoutez, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même vous faire remarquer une curiosité que j'ai observée cette semaine. Ça va nous renvoyer dans la thématique. Macky Sall envoie un tweet à Macron pour condamner la fameuse gifle que tout le monde connaît. Mais il n'envoie pas les messages de condoléances au président burkinabé par rapport à l'assassinat, n'est-ce pas, d'une centaine de ses compatriotes. Plus de 160, hein. C'est quand même une curiosité. Quand j'ai dit cela, maintenant je reviens à votre thématique pour indiquer que lorsque on crée une armée, c'est-à-dire la création d'une armée repose sur deux choses, sur 2 ou 3 piliers. Le premier pilier, c'est d'abord la perception, la philosophie que vous avez. Cette armée-là, l'idéologie. La suite de l'idéologie, par rapport à la vision, tout à l'heure, parfait, nous parle de la vision. C'est-à-dire la vision que vous avez. C'est sur ces 3 piliers-là qu'on crée une armée. Au Cameroun, nous avons par exemple une école militaire interarmée. Elles forment pas seulement les Camerounais, mais d'autres étrangers. Et de la sous-région également. Hein. Et en même temps, c'est également un laboratoire, j'allais dire, de déformatage. Parce que quand ils se forment à Saint-Cyr, en Russie, ils reviennent au Cameroun à l'école militaire interarmée pour se faire déformater. À l'école de guerre. À l'école de guerre. Après les Miaké reviennent, on les envoie à l'école de guerre pour les domestiquer. C'est pour les déformater, parce que ça c'est important. Or, ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, c'est extrêmement très dangereux. C'est-à-dire que nous allons entrer dans un processus de formatage. C'est-à-dire des mercenaires. Il faut le dire comme ça. Nous allons entrer dans une école, dans un laboratoire de formatage des mercenaires qui vont être au service, n'est-ce pas, de l'impérialisme français. N'ayons pas de mots. Pour protéger, n'est-ce pas, leurs intérêts de ce côté-là, du côté d'Abidjan, du Côte d'Ivoire du manière générale. Je voudrais quand même vous rappeler qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont pratiquement étrangers chez eux. Hein. Ils sont étrangers chez eux, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique. C'est-à-dire qu'en réalité, la diplomatie ivoirienne est influencée, et 100%, 200% influencée par Paris. Ce qui répond à votre question, c'est-à-dire qu'en réalité, vous avez donc une élite politique qui est d'ailleurs francophile à 100%, parce qu'il faut aussi le souligner, hein. C'est-à-dire l'élite politique ivoirienne est semblable à l'élite politique sénégalaise, c'est-à-dire francophile, assumée. Lorsque vous avez donc une élite comme celle-là, vous comprenez donc qu'à la tête de l'État, vous avez également un autre francophile assumé, je veux dire un français, assumé. Et de ce point de vue, vous pouvez connaître, vous pouvez comprendre, imaginer les métastases que cela pourrait avoir au niveau de, n'est-ce pas, du palier inférieur. Ce qui se passe en... La mise en... parce que c'est une école c'est une académie qui a été inaugurée cette semaine, c'est quand même, il faut le dire, c'est même plus qu'un projet. C'est déjà effectif. Puis ça a été inauguré. Même si les travaux vont se poursuivre pour d'autres piliers, j'allais dire. Mais Jean-Yves Le Drian a inauguré cette académie cette semaine. Et je vous dis, il s'agit d'une académie qui est financée à 100% par l'Élysée. Et quand vous avez une affaire qui est financée à 100% par un État étranger, croyez-moi, c'est très dangereux. Là, vous avez une autre base militaire qui ne dit pas son nom, mais cette fois, qui monte j'allais dire, en puissance au niveau de la fabrication, n'est-ce pas, des monstres. Contrôlés par Paris. Ça veut dire qu'ils seront capables de faire tout ce qu'ils vont faire, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans la sous-région. Parce que lorsque nous parlons du Sahel, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est plus véritablement à l'abri également des attaques, n'est-ce pas, des terroristes. Cette semaine, je pense qu'ils ont perdu 3 soldats cette semaine qui ont sauté sur un engin improvisé. Lorsqu'ils allaient en allant vers la frontière, je crois, Burkina Faso. Donc je pense que on n'a pas besoin de mettre une académie
étrangère qui va être contrôlée à 100% par une expertise étrangère sur votre sol. Parce que là, non seulement vous aurez les ingénieurs d'intelligence, c'est-à-dire que on va surveiller tout le monde sera sur l'écoute, on va transformer la Côte d'Ivoire en état policier. Deuxième chose, si on a besoin, ce qui est d'ailleurs normal, parce qu'un état moderne doit avoir quand même une armée qui est capable de défendre l'intégrité du territoire, de la sécurité des populations, d'assurer la sécurité des populations. Mais sauf que, si vous avez besoin de forces spéciales, mais pourquoi ne pas avoir une approche endogène, comme le Cameroun l'a fait? Puisque l'école militaire et l'école militaire interaméricaine et l'école de guerre, il s'agit des institutions endogènes qui sont financées à 100% par le trésor public camerounais, mais qui peuvent avoir des instructeurs étrangers pour une raison ou une autre, mais qui sont payés pour ça et qui repartent. Mais il est hors de question que sur votre territoire, vous avez un laboratoire à fabriquer des monstres qui auront les épaulettes, qui auront des fusils, qui auront des grenades, des bombes, tout ce que vous voulez, les missiles, pour tuer n'est-ce pas, vos concitoyens, vos compatriotes. Mais en réalité, je crois que c'est Charlie qui l'a indiqué, en réalité, c'est une perfidie. Parce qu'aujourd'hui, la solution, par exemple au Sahel, n'est pas militaire, évidemment. La réponse au Sahel est à la fois politique et économique. Mais pourquoi est-ce que Paris met l'accent sur l'aspect militaire au Sahel? Est-ce que Paris a d'ailleurs les moyens, il faut le dire, de pouvoir régler la question sécurité au Sahel? Non, Paris n'a pas de moyens. Je pense également que Charlie Kenya l'a également indiqué, nous sommes dans la manipulation, dans la désinformation. Nous sommes dans une sorte de camps de fumée. Enfin, c'était un camp de fumée en fait. Macron, Paris n'a pas les moyens de pouvoir gérer la situation sécuritaire au Sahel. C'est pas possible. Paris est au Sahel pour régler ses problèmes de business à travers ses ingénieurs entre eux. C'est clair. Nous avons également dit cela, je crois, dans le cadre de notre émission, c'était cette semaine, pour dire que il y a un projet très unique qui est prévu du côté du Sahel. C'est-à-dire les questions que Paris vienne enfouir ses déchets nucléaires de ce côté-là. Dans le désert. Dans le désert. Il est donc important que véritablement, à moins que ça passe par Abidjan comme d'habitude, il est important que les pays limitrophes ou le pays de la zone redoublent justement de vigilance parce qu'il va se passer des choses pas très bonnes, mais alors pas du tout très bonnes. Je voudrais rectifier quelque chose que je crois c'est Yamkel qui l'a dit. Non, je crois que c'est Charlie qui l'a dit. Non. On a commencé à parler d'attentats, pas avec Kadhafi, c'est lors des fameux attentats de Lockerbie. C'est là où on a commencé à parler des affaires du terrorisme, je pense. 85. Pardon? 1985. Voilà. Et ce qu'on ne dit pas, ce qui n'est pas dit aux Africains par rapport à cette affaire-là, c'est que la CIA américain avec la France ont créé des problèmes au Tchad à l'époque. Et quand il s'est agi de partir, il était question de refiler l'armement qui avait été donné, je crois, en son temps, ça devait être à Hissène-Habré, je crois bien. Il fallait refiler cet armement-là à Hissène-Habré. Malheureusement, Kadhafi n'était pas tout à fait d'accord parce qu'en réalité, il s'est posé un problème de non-respect des deals. Et quand Kadhafi s'est rendu compte qu'il a été floué, il a agi en conséquence. Ça, c'est un aspect de l'histoire qu'on ne raconte pas. Donc, la CIA a été impliquée dans la déstabilisation au niveau de la Libye. Ça, il faut le dire. Donc, lorsqu'on voudrait se baser sur le fait que, avec l'attentat de Lockerbie, on a fabriqué un attentat qu'on a tout de suite attribué à l'autre, à Kadhafi, en son temps, je crois que c'était Ronald Reagan. C'était, une fois de plus, de la manipulation. Maintenant, pour revenir à la thématique et pour terminer, il faut indiquer clairement que c'est vrai, nous avons besoin, sur le continent africain, des armées qui soient capables d'être offensives, qui soient capables de défendre le continent africain. Mais il faut que ces armées-là soient dépouillées, totalement dépouillées des éléments extérieurs, parce que ces éléments extérieurs sont
des parasites. Sont des parasites. Docteur Yamtiba, la France persiste et signe, elle ne veut pas quitter le continent africain. Lorsque d'autres pays africains prennent l'initiative de chasser entièrement et totalement la France de son sol, la Côte d'Ivoire, elle, l'accueille à bras ouverts. Paradoxe et paradoxe, ou tout simplement serviteur de la France sur le continent africain. Si on dit que c'est un paradoxe, on dispense les acteurs de leurs responsabilités. Si l'on dit que la Côte d'Ivoire est une servante de la France, actuellement, nous parlons là de la Côte d'Ivoire politique, donc des dirigeants politiques ivoiriens, et je crois que c'est une lapalissade. Oui. Et ça va tellement de soi qu'il n'est même pas nécessaire de le mentionner. Il faut simplement prendre cela comme un postulat. En fait, c'est la base à partir de laquelle on fait son analyse. Il est évident que l'arrivée de M. Ouattara au pouvoir a consisté en un immense deal. Et vous savez que ce long parcours de 10 ans qui a quand même été jonché ou qui a laissé sur le carreau des milliers d'Ivoiriens qui ont perdu la vie, relevait d'une stratégie de reprise en main de la Côte d'Ivoire. La vérité est qu'il y a eu une période, si vous voulez, au cours de laquelle, en réalité, la Côte d'Ivoire, ce n'était pas vraiment de l'instabilité. Je ne veux pas parler de l'instabilité politique. Mais il y a eu une période pendant laquelle la France n'avait pas le sentiment de bien maîtriser la Côte d'Ivoire, après la mort de Houphouët. Donc, de 1994, je crois quand il est décédé, jusqu'au coup d'État de Robert Gueye, il y a eu beaucoup de flou. Et ils étaient tous convaincus. Naturellement, personne ne pensait que c'est Gbagbo qui passerait en 2000. Donc Gbagbo est un cheveu dans la soupe de ces gars, une épine à leurs pieds. Et quand il est arrivé au pouvoir, ils ont tout fait pour le mettre de côté. Vous avez vu, moins de 2 ans après, on lui a fait un coup d'État. Tout de suite. C'est exactement ce genre d'événement que nous devons toujours nous rappeler. Et en nous le rappelant, nous avons vu qu'à partir de là, il y a eu pratiquement 10 ans pendant lesquels on a détruit la Côte d'Ivoire et on a décidé de reprendre la Côte d'Ivoire en main. Cette reprise en main a réussi en 2010-2011. Et depuis lors, il n'y a de cesse, ces gens n'ont de cesse d'essayer de s'assurer que tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire est contrôlé. Chaque fois que vous entendrez les gens vous dire qu'ils veulent former les Africains, les Européens, mais dans tous les cas, tout ce qui vient de la France particulièrement, tout ce qui est européen, tout ce qui est de l'OTAN, on veut former les Africains et spécifiquement nos forces armées, nos forces de police, nos experts en criminologie et tout ce qui est gestion des conflits, tous ceux qui sont experts dans le domaine des ONG, surtout les aspects politiques. Chaque fois que vous les entendrez dire, ils vont donner des bourses à tous les chercheurs qui vont s'intéresser à la façon dont on peut structurer le droit pour encadrer la lutte contre le terrorisme et pour encadrer la grande criminalité. Dites, entendez une chose simple, recrutement. Qu'est-ce que ça veut dire? Recrutement. Et recrutement d'espions, c'est tout. Après, si vous êtes gentil, vous n'allez pas mettre espion. Mais c'est ça qu'on appelle de l'espionnage. Les gens ont l'impression que l'espionnage, c'est être comme Poutine sorti du KGB. Non. 90% des espions ne savent même pas souvent qu'ils sont des espions. La plupart des gens que vous voyez ici sont dans des ONG, ils sont dans des multinationales, ils sont dans des programmes de recherche de ci et de ça. C'est des espions. C'est des gens qui livrent des informations sur leur pays, sans même se rendre compte que ils livrent des informations sensibles et stratégiques. La conséquence, c'est que les autres essayent juste de mettre un cadre dans lequel on les met en site. Si vous voulez, on leur donne une tribune. Voilà, c'est ça, c'est comme ça, comment on appelle ça. On leur donne une tribune. Et c'est une tribune qui les valorise. C'est une tribune qui leur donne un semblant de reconnaissance. Vous savez,
mon colonel, vous savez, mon général, vous savez, mon capitaine, vous savez, monsieur le commissaire, vous savez, monsieur l'inspecteur, vous savez, monsieur le juge, vous avez excellence, donc il est secrétaire et dans la diplomatie. Voilà les gens qu'on cible le plus. Pourquoi on cible ces gens-là? Pourquoi on ne fait pas une académie? Pourquoi on ne fait pas une académie pour le développement de l'industrie métallurgique en Afrique? Pourquoi on ne fait pas une académie pour le développement de l'agro-industrie en Afrique? Pourquoi on ne fait pas une académie pour le développement de l'industrie textile en Afrique? Pourquoi il n'y a pas une académie des médias, de formation des techniciens et des techniciens de télévision, des médias et des journalistes? Pourquoi est-ce qu'en Afrique, la France ne peut pas penser faire une académie de mathématiques et de physique? Pourquoi elle ne fait pas ça? Pourquoi elle ne fait pas une académie d'histoire ancienne africaine ou d'histoire de l'Afrique? Pourquoi elle ne fait pas ça? Mais pourquoi elle va faire une académie de lutte contre le terrorisme? Est-ce que ce que la France appelle terroristes, on les a déjà vus en France un jour? Ils ont déjà tapé un Français. Ils ont déjà insulté un Français. Pourquoi alors la France vient faire une académie de lutte contre le terrorisme? Pourquoi elle ne fait pas une académie, une académie pour les mathématiques en Afrique? C'est parce que cette académie, c'est le centre de recrutement des espions. Tout à fait. C'est tout. C'est le centre de recrutement de tout ce qui devrait pouvoir être des cellules de déstabilisation de nos États, de maintien de nos États sous la domination française. Et vous avez bien vu que les cadres qui y sont formés, c'est les hauts cadres. Et c'est les cadres des ministères de souveraineté. La défense, la police, la magistrature, les finances, la diplomatie. Et après, il y a ce qu'on appelle les inspections financières qui gèrent tout ce qui est, si vous voulez, quand on veut traquer les malversations financières. Voilà les gens qu'on... Mais ça relève de la souveraineté d'un État. Vous comprenez donc que la cible réelle, c'est de casser tout ce qui est dynamique de souveraineté et de dignité, d'indépendance, de liberté. Le nationalisme. De tout ce qui est nationalisme doit être cassé. Dans tous les cas, oui, je peux vous assurer que tous ceux qui sont autour de ce plateau, aucun ne peut être invité à cette académie. Pas du tout, ne vous inquiétez surtout pas aucun pour ne ça. sera invité. Pourquoi? Parce que on va se dire, mais ce type, il va venir raconter que l'Afrique a besoin de liberté, que l'Afrique a besoin aujourd'hui de créer la CEDEAO et la CEAC, et que sous un horizon de 5-10 ans, les deux se mettent ensemble, et puis on a un bloc de 700-800 millions d'habitants. 700-800 millions d'habitants, vous êtes la troisième puissance, là vous êtes la troisième base de consommation au monde. Si la CEDEAO se constitue, ça va être la troisième base de consommation au monde, parce qu'ils seront à près de 500 millions d'habitants. Troisième base de consommation au monde après la Chine, après l'Inde. Qu'est-ce qui fait que la Chine et l'Inde soient de grandes puissances économiques aujourd'hui? Vous croyez que c'est parce qu'ils ont 4 pieds, 6 yeux? C'est parce qu'ils ont un marché intérieur important et une main d'œuvre suffisante. Lorsque vous produisez 10 ingénieurs, ils en produisent 50. Comment on peut faire la concurrence à des gars comme ça? Donc, si les Africains, et là nous sommes en plein cœur de ce qu'on appelle la sécurité nationale, les questions de sécurité nationale, ce n'est pas le nombre d'armes, le nombre de fusils. Ce dont nous parlons là, le nombre de cerveaux que vous êtes capable de produire, c'est les questions les plus critiques en matière d'analyse de la sécurité nationale. Et donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut s'attaquer à votre sécurité nationale? Beaucoup de gens pensent que quand on veut s'attaquer à la sécurité nationale, on va organiser des attentats. Les attentats, c'est les petites choses. Ça, c'est pour faire peur à votre peuple. Parce qu'on sait très bien que les hauts cadres, ce n'est pas ça qui leur fait peur. Ce qui fait peur aux cadres, c'est ailleurs. C'est de leur dire que c'est de trouver le moyen de les compromettre. Lorsque vous avez réussi à les compromettre, vous les tenez. Et donc, tout ce type d'académie a pour but de trouver le moyen de tenir nos hauts cadres. Imaginez un pays dans lequel vous avez, par exemple, prenons un cas, c'est-à-dire un cas d'école. C'est des hypothèses. Prenez un pays dans lequel vous avez, par exemple, 8 cours d'appel. Et que vous avez 5 présidents de cours d'appel et 5 avocats généraux de cours d'appel. C'est comme ça que ça s'appelle, avocats généraux? C'est comme ça que vous appelez, n'est-ce pas? Et quand vous avez ces gens-là, ils sont déjà passés dans cette académie. À votre avis, quelles sont les personnes qui vont être la cible
de ce genre de coup d'appel dans votre pays. Tous ceux qui se lèveront pour critiquer un peu la France seront la cible de ces gens. Parce que ces gens-là auront été formés et seront tenus par des choses qui les obligent à se comporter de cette façon-là et à défendre les intérêts français au détriment de leurs propres intérêts. L'image et le modèle est là, Alassane Dramane Ouattara. Donc, au fond, vous comprenez que ce type, cette base, imaginez, posez la question que vous posez là aujourd'hui à dire que la Côte d'Ivoire est la base avec des opérations. Vous avez des opérations militaires, mais il faut comprendre aujourd'hui que ce qu'on appelle les opérations militaires n'englobe pas seulement l'envoi d'une armée, englobe les questions de recherche. Oui. Et lorsque vous regardez la situation politique, que fait un président? Un président reçoit des mémos. Et les mémos viennent de quoi? Viennent de tous les chargés d'études, les responsables, les hauts responsables sont là. Mais viennent en grande partie de la recherche universitaire. C'est peut-être l'un des maillons faibles dans nos pays. La recherche universitaire. Donc, vous avez les cerveaux les plus pointus, les gens les plus brillants de toute cette zone-là qui vont être drainés là-bas. Et lorsqu'on va les faire asseoir, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va leur demander de parler de ce qu'ils savent. Et ils vont parler de ce que votre pays est exactement, de ses forces, de ses faiblesses, et donneront donc à la France, dans ce cas, puisque c'est elle qui forme, et que c'est elle qui collecte toutes les données, tout est enregistré, toutes vos notes sont prises. Donc, au bout du compte, toute l'intelligence collective que vous constituez, ils vont la récupérer. Et à partir de là, comment est-ce que vous allez pouvoir lui résister? Absolument pas, vous ne pourrez pas le résister. Finalement, patient parfum d'homme, cette académie, ce sera pour les cerveaux blanchis. Non, je pense que Yann a commencé à bien présenter la situation. Vous savez, souvent j'ai tendance à insister sur des choses qui peuvent être considérées comme un peu ennuyeuses pour ceux qui nous écoutent. Mais c'est là la clé. C'est là la clé. On ne peut pas faire autrement. Quand je parle par exemple de la question de l'unité politique de notre continent, et quand on commence au moins par les sous-régions, oui, il vient de le démontrer brillamment, les gens pensent que c'est... Tu vois, grave. Non, mais c'est là la clé. C'est là la clé. Prenons seulement l'Afrique centrale, laissons le grand Afrique de l'Ouest. Vous imaginez si nous avons un État sur le plan politique qui est uni au niveau de l'Afrique centrale, on avait des fédérations, ce n'est plus la même configuration. Donc ça empêche un certain type de manœuvre venant de l'extérieur dans cet espace. Vous ne pouvez plus faire n'importe quoi. Vous ne pouvez plus. Parce que nous sommes muscles le jeu à tous les niveaux. La question, vous vous souvenez de la guerre en Syrie. Vous avez vu comment tous les médias pratiquement occidentaux ont encouragé la jeunesse des pays du Maghreb, par exemple la Tunisie, d'aller prendre des armes et combattre la dictature d'Assad. Sachant pertinemment que ces gars-là devaient être formatés par les djihadistes de l'État islamique. Ils les ont pratiquement encouragés. Ça n'a gêné personne. Mais quand ces gars-là ont décidé de revenir pour s'attaquer aux intérêts français, dans le cadre par exemple de l'industrie touristique, vous avez vu la réaction violente et rapide de Paris. Moi, je continue de me poser seulement une simple question. C'est quoi cette affaire? Qu'un petit pays qu'on appelle la France s'érige en protecteur d'un continent comme l'Afrique. C'est pas possible. Et nos politiques l'acceptent justement parce qu'ils ont été formatés pour l'accepter. Je vous rappelle déjà que même sur le plan militaire, le déploiement de la France dans cette zone-là dépend en grande partie des gros porteurs américains. La France, elle, ne peut pas le faire. Elle ne peut pas le faire. Parce qu'elle n'en a pas la capacité de le faire. Je pense donc sincèrement que nous sommes là face à des problématiques qui sont au cœur de la réponse que le panafricanisme peut apporter à ce monde sauvage, barbare, qui a décidé de faire de l'homme noir en général, mais ceux qui sont au niveau de l'Afrique en particulier, des sous-hommes. Nous sommes au cœur de cette réflexion. Et cette réflexion-là a besoin d'un certain type de dynamisme, dont les dynamiques qui se mettent en place, que nous voyons sur notre continent, sont à encourager
en termes de réponse. Vous dites non, 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 on ne veut pas. Nous ne pouvons plus l'accepter. Nous sommes capables de trouver des solutions nous-mêmes à nos propres problèmes. Et on les trouvera. C'est vous qui dites que la nature a horreur du vide, mais on va les trouver. Même cette farce qu'on a fait croire, vous avez parlé en termes de production aurifère au niveau du Mali. Mais il y a mieux, il y a une société sud-africaine qui était allée au Mali. Elle avait prouvé qu'en moins de 5 ans, elle était capable de passer à 200 tonnes d'or. Vous vous imaginez le Mali qui produit 200 tonnes d'or? C'est devenu un gros problème entre l'Afrique du Sud et le Mali. Mais ils ont tout fait pour chasser cette compagnie. Justement. Et ils savent qu'ils connaissent pratiquement que dans le cas, par exemple, ils sont au courant que dans le cas de, par exemple, la RCA, les Russes, ils ont ce know-how. Les 53 tonnes d'ailleurs qu'on déclare que c'est ce que produit le Mali. Ça, c'est ce qu'on 53, c'est ce qu'on déclare. Oh, ouais. Mais les chiffres disent non, que c'est totalement faux. Voilà. Donc imaginons qu'on passe à 200 tonnes d'or. Vous connaissez le prix de l'once d'or sur le marché mondial actuellement. Oui. Vous imaginez ce que vous avez en termes de moyens pour régler ce type de problème. Vous réglez beaucoup de problèmes dans vos pays. Mais un pays comme la Centrafrique qui a moins de 5 millions d'habitants, ils n'ont pas que l'or. Ils ont le diamant. Ils ont le uranium. Ils ont le pétrole. Ils ont une forêt avec des bois tropicaux de qualité rare au monde. Et c'est ce pays-là où on trouve les enfants qui mangent des feuilles des arbres pour survivre. Avec la présence française depuis Mathusalem, sans qu'on soit capable de modifier au minimum la qualité de vie de ces individus. Patient parfum d'homme, puisqu'on sait pertinemment que la France vole l'or malien, vole l'or centrafricain, vole l'or du Nigeria, du Niger, et sans oublier l'uranium, qu'est-ce qu'on fait? Mais ce qu'on doit faire, c'est de continuer ce combat. C'est de dire à nos destins de moment, ne vous laissez pas embarquer dans cette grosse supercherie. Même s'ils sont déjà des cerveaux blanchis? Mais il ne faut jamais désespérer de l'homme. Moi, je le dis souvent. Mais vous êtes optimiste, je vous comprends. Mais en même temps, vous connaissez ma position sur cette question. Vous êtes optimiste. Je dis, il faut de la relève. Il faut à la jeunesse africaine qu'elle s'implique dans ces batailles. Qu'on ait des milliers et des milliers de Yamin Timba. C'est quand nous serons capables de muscler le jeu et d'avoir cette masse critique, de nous appeler depuis nos vues des milliers de Kenyans, des millions et des millions de Kenyans, d'Anatole ici, que finalement les petits plans machiavéliques comme ce que M. Macron veut faire à Abidjan seront éventrés même avant même de connaître leur aboutissement en termes de naissance. Il faut absolument que nous passions par là. Et je dis, on ne pourra pas faire d'économie de certaines confrontations violentes. Quand je le dis, les gens me disent, oh, tu exagères, mais c'est la vérité. Parce que les autres peuples qui étaient dans les mêmes conditions que nous, il faut qu'on voit ce qui s'est passé chez eux. Le Vietnam, l'Algérie, qu'est-ce qui s'est passé? Et même la Chine, vous oubliez ça également qu'en 81, c'est quand même le Cameroun qui donnait la nourriture à la Chine. Je ne parle pas beaucoup de la Chine. Singapour. Singapour et tout le reste. On ne parle de la Malaisie et tout ça. Mais ces gens ont fait comment? Ils ont fait comment? Nous avons l'obligation de tout faire pour reconquérir notre souveraineté. Quand nous allons reconquérir notre souveraineté, ces questions-là vont paraître pour certains comme des questions de périphérique, parce que justement, maintenant, il y a aussi la question de l'idéologie de la défense que nous devons appliquer chez nous. C'est laquelle? Moi, je pense qu'il faut qu'on revienne à des défenses populaires. À des défenses populaires avec ceci de particulier. Mais là, il faut qu'on ait notre système politique dans lequel nous allons évoluer. Que tous les Africains soient des soldats de la défense de leurs propres intérêts. Parce que c'est seulement comme ça que les fausses élites là, parce que les élites là, leur formatage, leur formation ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Hein. Elle va continuer. Qu'on soit capable de contrer le plan machiavélique. Merci. Au cas où ça ne marche pas, les populations sont capables elles-mêmes de prendre les armes et dire aux gens dégagés. Merci. Parce que ça aussi, c'est un des types de rapports qu'on ne met pas seulement sur la table et qu'il faut qu'on commence à gratter dans ce sens-là aussi. Charlie Kenyo, vous nous avez dit finalement que le terrorisme n'existe pas sur le continent africain. Et tout à l'heure, Patient Parfait dont parlait de militaires. N'est-il pas également aujourd'hui une bonne occasion pour les États africains de dire que la formation militaire est obligatoire à partir de 18 ans? Voilà. Oui, moi je pense que c'est entre autres, ce sont des mesures qui peuvent être étudiées. Mais tout n'est pas seulement militaire. Je pense qu'ils l'ont brillamment
démontrer sur ce plateau. Écoutez, vous allez faire comment d'un continent quand vous êtes incapable? Ou alors, si, prenez le micro et allez dans la foule, interrogez 10 Camerounais et demandez-leur comment est-ce qu'a commencé le printemps arabe. Ils vont vous dire que le printemps arabe, c'était la volonté des peuples arabes à plus de liberté et de démocratie. L'ont-ils eu finalement, la liberté et la démocratie? Je vais vous dire comment le printemps arabe commence. Le printemps arabe commence pourquoi? Parce que pendant ce qu'ils ont appelé la révolution du jasmin, vous avez un journaliste français qui s'appelle Olivier Piot, ancien journaliste du monde diplomatique, qui était en mission justement en Tunisie pour couvrir les événements. Et Olivier Piot, sur une de sa pages YouTube, il fait une sortie comme quoi pendant le printemps arabe, ou alors pendant les manifestations pacifiques, entre guillemets, parmi la foule, il y avait des mercenaires, probablement sud-africains, qui avaient pour ordre de donner un coup de pouce à la révolution. Et rejoignant les dits d'Olivier Piot, il y a un site tunisien qui s'appelle le site Tunisie Secret, qui revient dans ce que le journaliste disait et qui confirme que le printemps arabe était une machination financée par le Qatar, préparée par les renseignements américains, précisément. Et sans abri, l'Arabie Saoudite était également partie. Implémenté par les mercenaires sud-africains avec la complicité interne du général Felon Rachid Amar. Donc aujourd'hui, il faut faire comprendre à la société africaine que lorsqu'on descend dans la rue, alors lorsqu'on brandit certaines choses, ce n'est pas toujours ce qui est. C'est-à-dire que derrière le jeu, il y a l'enjeu. Et en qualité de personnes réfléchies, aujourd'hui, si on veut être des personnes réfléchies, qu'on apprenne à voir l'enjeu qu'il y a derrière le jeu qui nous sont présentés tous les jours à la télé. On ne viendra jamais vous dire comment le monde fonctionne au journal de 20h. Non, c'est pas possible. Il faut à un certain moment qu'on puisse s'élever dans la pensée. Et ça passe par quoi? Ça passe par l'éducation. Vous ne pouvez pas aujourd'hui continuer à nous dire qu'on va se développer en formant des historiens, en formant des avocats et bien d'autres choses. Non. Combien d'écoles stratégiques existent en Afrique? Moi, je suis diplômé d'une école de stratégie du Ghana. Mais combien en avons-nous en Afrique? C'est pas possible. Le minimum aujourd'hui, c'est que quand vous allez dans les pays comme la Russie, la Chine, à partir de 3 ans, on apprend un enfant à commander le monde. C'est-à-dire qu'il vit pour dominer le monde de demain. Il ne vit pas pour chercher à ce qu'il va manger demain. C'est pas possible. Il faut qu'on rentre dans les bases, l'éducation. À côté de l'éducation, vous avez la communication. Parce que la guerre aujourd'hui, elle est communicationnelle. Et ça, la Russie l'a compris. Hier, vous avez vu que l'imagerie russe à l'échelle planétaire était non, c'est un pays de dictature, patati patata. La Russie a compris. Qu'est-ce que la Russie fait? La Russie a créé 2 grandes chaînes, Russia Today et Sputnik, parmi lesquelles ils ont créé une chaîne Russia Today France, pour justement porter la voix de la Russie en territoire français. Et c'est là où le combat, aujourd'hui on doit être capable de porter la voix de l'Afrique chez eux, qu'ils comprennent que les choses d'hier ne seront plus comme aujourd'hui. Nous sommes là-dedans, ne vous inquiétez pas. Voilà. À travers ce genre de médias tels que ceci, mais c'est des domaines pour lesquels, si vous avez des opérateurs économiques qui sont prêts à mettre des dizaines de milliers de milliards pour aller exploiter le poisson, pour faire des choses qui n'ont pas de sens, vous faites le BAMC là. Mettez des dizaines de milliards également dans la communication. Pour que quand il y a un événement à Paris, qu'on a giflé un chef d'État, que M. Simgo se déplace pour aller prendre la bonne information, si possible même la détourner au profit du continent africain. Mais c'est de ça dont il est question, vous comprenez. Et aujourd'hui, il faut qu'on revoie ce redéploiement-là. Et je terminerai également parce que le grand frère vient de dire, il faut une certaine restructuration de nos armées. Vraiment. Pour avoir étudié un peu les armées d'Afrique, je peux vous rassurer que l'armée camerounaise fait partie des 10 meilleures armées d'Afrique. Et peu le savent. J'ai dit bien 10 meilleures armées d'Afrique. L'armée camerounaise, mais à l'échelle internationale, par exemple le Global Firepower nous classe 21e. Moi je leur ai dit et j'avais démontré pourquoi est-ce qu'ils le font ainsi. C'est-à-dire que ça obéit à des logiques géopolitiques, géostratégiques, parfois géoéconomiques que vous ne pouvez pas comprendre. Donc c'est normal, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Il faut restructurer nos armées. Et c'est là où vous voyez l'arrivée au pouvoir du colonel Assimi Goïta est une menace pour la France. Parce que le programme de restructuration de l'armée malienne que ce monsieur est en train de prévoir, je vous donne 2 ans, vous allez voir à quoi va ressembler l'armée malienne. Quand il prend si on lui laisse dedans, si on l'assassine pas, il faut bien qu'on le comprenne. Quand il prend le pouvoir, pour ceux qui ne savent pas, l'un des amiraux de l'armée des forces de la Fédération de Russie arrive en catimini au Mali. Il vient pour une visite de 24, il vient en soirée, ils font des contrats, ils signent des partenariats. Et il repart. La presse n'a pas vu passer ça. Et c'était très stratégique. C'est pourquoi, alors je vous parle, il y a de cela quelques semaines, le chef d'état-major, le général Kalibou Fogo, était à la base militaire de Kati parce qu'il y a un premier contingent d'armées qui sont arrivés du côté de la Russie pour justement des armes stratégiques. Parce qu'il y a une chose dans l'armement. On ne crée pas une armée pour avoir des chars de guerre, pour avoir des missiles sol-sol. Non. On
paie l'armement par rapport à la menace. C'est-à-dire qu'il faut avoir des stratèges qui pensent la menace et en fonction de la menace, qu'on cherche le type d'armes dont on a besoin. Et à côté de la menace, il y a ce qu'on appelle les armes stratégiques. Et généralement, on ne vient pas vous dire sur un plateau de télé quelle arme stratégique un pays a acheté. Donc, aujourd'hui, il est impératif que nos stratèges militaires repensent la restructuration de nos armées et ça passe également par une volonté politique. Et ça passe également par une volonté politique. Une bonne idéologie. On vous comprend parfaitement, messieurs. Mais pendant ce temps, il y a encore quelques jours, la France nous a dit qu'elle démantelait la force Barkhane. Elle ne veut pas partir. Elle a encore un autre tournant dans ses histoires et dans ses déclarations. C'est finalement un serpent de mer. Non, c'est pas de moi, parce que c'est visible. c'est visible. Écoutez, c'est pas visible. On appelle en français arlésienne. Non, je vous dis que nous avons fait une thématique dans la semaine relativement à ce fameux faux départ. Enfin, ce fameux démantèlement, n'est-ce pas, de la base de démantèlement. Non. Je pense que nous sommes dans une sorte de verre à moitié plein, verre à moitié vide. C'est-à-dire qu'il dit qu'il part, mais il reste. Non, c'est le CCA. C'est ça qu'il faut parler. Dis ça pour que la population apprécie. C'est le CCA. Mais c'est encore 4 minutes, tu vas ouvrir le standard. C'est pour dire qu'en fait, le téléspectateur. Si, M. Zongo, je vous ai dit sur ce plateau que... Oui. Si Paris part du continent africain, ils sont morts. Il perd d'abord sa place de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça signifie qu'elle ne partira jamais alors. Deuxième raison, forcé à partir. Il n'aura plus les financements dont il bénéficie à travers les opérations extérieures. Troisième raison, qui est économique, parce qu'en réalité, devant les raisons de sécurité, mais faux, les hommes militaires non. Il y a derrière une ingénierie économique. Donc, si Paris part du continent africain et précisément du Mali, en tout cas du Sahel, ça dégringole. L'économie va dégringoler. D'abord, ils ont davantage trop de chômage, ils en auront davantage. Ça veut donc dire que désormais, Paris va commencer à dormir dans l'obscurité comme les populations nigériennes, comme les populations maliennes, parce que leurs centrales nucléaires ne vont plus fonctionner pour produire l'énergie. C'est clair. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand on le dit, et c'est vrai, pour quel intérêt? Ils n'ont aucun intérêt. Mais je pense qu'ils ne pourront pas partir du continent africain, du du Sahel, de leur progrès. Il va falloir, au besoin de créer des attentats pour qu'ils partent. Il faut qu'ils partent. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter une balle. Commencer à réfléchir comme le fort Issaoui du salut dans les années 80. Moi, je pense que... Écoutez, moi, je pense qu'à un moment donné... Écoutez, moi, je pense que... Non, vous savez, je ne sais pas si Macron peut accepter que la Russie ou la Chine instaure une base militaire dans une ville française. Je ne sais pas s'ils peuvent accepter cela. Mais pourquoi est-ce qu'ils acceptent ça sur le continent africain? À un moment donné, et comme je crois que le grand frère le disait, il faut changer de paradigme. Et la jeunesse africaine a cette ancienne responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut changer de paradigme. Utiliser tout le moyen qu'il faut pour leur faire comprendre que leur place n'est pas ici. Il faut qu'ils rentrent d'abord chez eux. Maintenant, on va peut-être accepter qu'ils reviennent dans la perspective de nouvelles discussions, dans la perspective d'un autre peut-être partenariat. Moi, je pense que c'est comme ça que ça va fonctionner. Parce que si vous attendez que ces gens-là partent de leur propre gré, ça ne marchera pas. Ils ne vont jamais partir parce qu'ils n'ont aucun intérêt à partir. Je voudrais juste te dire... Aucun intérêt à partir. Le standard, mesdames, messieurs, est ouvert. On va afficher le numéro de téléphone au bas de vos écrans. Oui, avant que le standard, allons-y rapidement, donc un petit bas. Les Français, ils n'ont aucun intérêt à partir. Pourquoi ils devraient partir? Si je mange bien quelque part, pourquoi je pars? Donc, ce que je voulais dire... Messieurs, le standard est bien ouvert. Et là, au téléphone, ça se bouscule. Oui, enfin, qu'il me donne 2 secondes. Ce que je voudrais dire, c'est que tant que l'essentiel, observez bien les achats extérieurs de la France. Quand vous regardez ces achats extérieurs de matières premières, plus de la moitié pratiquement, je crois les 2 tiers ou les 3 quarts... Le vol, vous voulez pas du vol? Non, attendez. Les 2 tiers ou les 3 quarts viennent d'Afrique et au moins la moitié viennent de la zone CFA, où elle ne paye pas un franc. Pourquoi vous voulez qu'elle parte? Mais elle va partir, et elle partira parce que la CDE, la CEAC vont se constituer, et on n'aura même pas besoin de négocier ou de discuter avec elle. Tout à fait. Au téléphone, ça sonne déjà, messieurs, permettez-moi de commencer à prendre les appels. On va afficher le numéro de téléphone au bas de vos écrans, vous nous appellerez via le WhatsApp. Au téléphone, bonsoir. Oui, bonjour. Steve Jocelyn Goss. Je suis Corinne. J'appelle de Montréal. Donc, merci d'avoir permis que j'intervienne.
Ben écoutez, quand c'est la question de la Côte d'Ivoire, je souris toujours. Alors, je vais aller droit au but. Allons-y. Parce que Willy Kenny, je pense, je ne sais pas si je me trompe. Oui. Non, mais Charlie Kenny, c'est ça. Charlie Kenny, il a vraiment mis le point à sa première intervention, il a mis le point sur la pensée que j'ai. C'est-à-dire la raison pour laquelle la France intervient en Côte d'Ivoire. C'est justement parce que elle voit les échecs partout, en RCA, dans d'autres pays, au Mali par exemple, et donc la Côte d'Ivoire, qui est son poumon central financier en Afrique de l'Ouest, il faut qu'elle déploie toute une stratégie que les autres ont développée très bien sur le plateau. Il faut qu'elle déploie toute une stratégie pour s'assurer que même quand Laurent Gbagbo va venir, qu'ils ne puissent pas perdre la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire qu'ils vont le faire. Ils vont le faire dans d'autres pays valets comme le Sénégal, le Togo et autres, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre à beaucoup de niveaux. Ça, c'est mon premier point. Si je veux retourner un peu dans l'histoire, Ouattara, c'est quelqu'un qui a un mépris de l'Ivoirien, c'est-à-dire sa vengeance du genre que les Ivoiriens, la classe politique ivoirienne m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues pour moi qui suis burkinabé, de pouvoir rentrer activement dans la vie politique ivoirienne. Alors cette vengeance-là associée aux intérêts des Français est telle que dans sa tête, s'il doit brader la Côte d'Ivoire, de sorte que même en partant, s'il arrive que toute sa clique perde même le pouvoir, il veut que les Ivoiriens se souviennent, entre guillemets, vraiment de lui. C'est-à-dire faire tout le désordre qu'il fait. Et c'est pourquoi son troisième mandat, que la France lui a permis, Ouattara a encore plus que jamais vendu la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on voit cette alliance avec la deuxième base militaire qu'ils sont en train de faire à Jacquesville. Jacquesville, c'est, disons, à une dizaine de kilomètres d'Abidjan, c'est du côté des Hébriers, là, puisque moi j'ai fait plusieurs années. Donc, c'est vraiment pas loin d'Abidjan. Alors, je reviens donc, parce que ce sujet permet de revenir sur une des questions qu'on avait abordées dernièrement, toujours sur la question de la Côte d'Ivoire. Et justement, Parfait d'Homme et 3A étaient sur le plateau. Ils n'étaient pas d'accord avec ce que je disais en grande partie. Bon, c'est leur point de vue. Mais, écoutez, la Côte d'Ivoire représente 40% du cacao mondial. Donc, c'est un centre d'intérêt fortement névralgique. Et les grands chocolatiers et puis le grand capital ne peut pas rigoler avec la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi la France se déploie toute l'énergie qu'elle voit là, que vous voyez là. Alors, moi, ce que je disais à tous les panélistes, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit dupe pour la bonne et simple raison que il y a une réalité qui est là. Le président Gbagbo, quand il va revenir, et même quand il va prendre le pouvoir, il y a cette réalité qui est là. Il y a cette deuxième base militaire qu'on implante en Côte d'Ivoire. Il y a le fait que la Côte d'Ivoire représente les 40% du cacao dans le monde. Vous pensez qu'un seul homme, à lui seul, aura les coudées franches de porter tous les problèmes de la Côte d'Ivoire? Je ne pense pas. Donc, le point que j'abordais, et malheureusement, tu n'es pas en accord dessus, c'était de dire que le président Gbagbo, avec tous les chantiers qui l'attendent actuellement en Côte d'Ivoire, malgré toute sa bonne volonté, moi je vous dis, ça c'est mon point de vue en termes d'analyse, malgré toute la bonne volonté, il n'aura pas d'autre choix que de rester d'abord dans le couloir de la réconciliation, qui lui-même n'est pas un chantier facile. Je rentre dans ces questions, pourquoi? Parce que si on ne fait pas attention, ou je vois un peu sur les réseaux sociaux, on est en train de dire que Gbagbo sera le libérateur, c'est lui qui va venir faire de la Côte d'Ivoire ceci. Je dis si on laisse, comment je vais dire, je cherche le mot, mais si on laisse circuler ce type de rêve, entre guillemets, ce sera en défaveur du FPI. Pourquoi? Parce que les mêmes soroïstes que vous voyez là, ces crabes-là, ils prendront ça. Et avec le RHDP, autre pour dire que ouais, vous avez créé votre Gbagbo pendant 10 ans, maintenant il vient, il n'arrive pas à chasser tant, il n'arrive pas à faire tant. Il est où? Il fait quoi? Et même quand il était au pouvoir, on a vu ce qu'il a fait. Moi, j'ai fait presque 10 ans. Donc, la plupart du temps que j'ai fait en Côte d'Ivoire, c'était pendant le régime de Gbagbo. J'ai vu les bons côtés, j'ai vu aussi les mauvais. Et après ça, quelques années après Ouattara, je suis parti. Donc,
Pour dire quoi, je vais aller très vite pour ne pas monopoliser la parole, juste pour dire que un homme ne peut pas tout faire. Faisons les choses de sorte qu'on dise que Gbagbo va venir faire quelque chose, mais il ne faut pas qu'on l'idéalise parce que ça risque d'être un gros talon d'Achille pour le FPI lui-même. Regardez aujourd'hui, le FPI est très fragilisé. Je dis que même en interne, vous le savez tous, financièrement, le FPI n'a plus de coups des franches. Et tous les cadres, les vrais cadres qui étaient nationalistes, qui sont allés soutenir Gbagbo même dans le feu, des Beaune, Boisbré, les Tagro et autres, mais ils sont morts. Qu'est-ce qui reste là? C'est Damana Picasse, c'est le porte-parole de la communication. Alors je cherche le nom. Bref, il y a que peu de cadres actuellement qui restent. Est-ce que le FPI à lui seul aura les coudées franches pour porter tout ça sur tout le chantier de la Côte d'Ivoire, avec le chantier de libération y compris, porter tout ça sur sa tête? Merci. Je me pose des questions. Donc, merci beaucoup. J'ai été longue. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Au revoir. Bon dimanche à vous également, Corinne, depuis Montréal. Toujours au téléphone, ça continue de sonner. On va prendre notre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Allô? Oui. Allô, bonsoir. Allô, Diallo. On a de sérieux problèmes avec cet appel. On va prendre un autre rapidement. Hein. Il faut d'ailleurs dire que le standard reste et demeure ouvert. Vous pouvez également nous appeler. Vous êtes très nombreux d'ailleurs qui vous bousculez sur le standard et surtout ceux qui nous appellent depuis les États-Unis. Allons-y rapidement au téléphone. Allô, bonsoir. Allons-y rapidement au téléphone. Allô, bonsoir. Là encore, c'est un autre problème. Baissez le volume de votre téléviseur. On vous entendra plus facilement. Lorsque vous nous appelez, vous baissez le volume de votre téléviseur. Vous nous entendrez plus facilement. Au téléphone, bonsoir. Oui, bonjour. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Amadou Siré, depuis le Sénégal. Depuis le Sénégal, on vous écoute. Bon, comme d'habitude, je remercie à tous les panélistes qui sont autour de ce plateau-là, donc qui mènent un travail d'intellectuel, un travail d'honnête, un travail d'alerte, d'éveil pour sortir des jougs de la France. Donc vous faites un travail noble et on vous remercie sur ça. Donc par rapport au thème du jour, l'académie que la France va instaurer en Côte d'Ivoire. Donc ce sera tout simplement une sorte de base arrière de la France qui va permettre de former des espions qui vont s'installer un peu partout dans les pays de l'Afrique, vu que la France n'a plus de terrain, donc n'a plus d'espace pour bien mener ses activités. Donc c'est auprès de Ouattara, qui est... Je vais dire, rappeler à nos téléspectateurs, lorsque vous nous appelez, prière de parler, de donner votre point de vue en 2 ou 3 minutes, pour donner également l'opportunité à d'autres de nous appeler, parce qu'au téléphone, ça se bouscule et plusieurs ont besoin de parler. Merci de nous comprendre cet après-midi. Au téléphone, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Un petit problème avec cet appelant, nous allons prendre un autre rapidement pour aller. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Baissez le volume de votre téléviseur, vous nous entendrez plus facilement. Je l'ai dit, je vais encore me répéter. Baissez le volume de votre téléviseur, vous nous entendrez plus facilement. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Colin Powell depuis Niamey. Depuis Niamey au Niger, on vous écoute. Oui, depuis Niamey au Niger. Moi, je dirais tout simplement que le problème de la France ou bien du Sahel, c'est justement les 3 pays-là. Il faut qu'ensemble, on chasse la France du Niger, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Puisque la France ne devrait même pas s'appeler France depuis là, puisqu'une petite France comme ça, là, ça le Niger, le Burkina, le Mali ou bien la Côte d'Ivoire, ça devrait même s'appeler Nimako, moi, à mon image, quoi. Puisque c'est ces 3 pays-là qui supportent la France.
Donc il faut tout faire, il faut s'unir pour tout faire le Sahel, il faut qu'on s'unisse pour faire partir cette France-là de ces trois régions, de ces trois pays-là. C'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Merci à vous également qui nous appeliez depuis le Niger. On prend un autre appelant au téléphone. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, M. Ngo, c'est Pochissé depuis Paris. Depuis Paris, on vous écoute. Ok, salut déjà tout le panel et la disponibilité qu'ils mettent à notre égard. En fait, M. Ngo, moi je vais commencer mon propos par dire la paix c'est le cauchemar du vendeur d'armes. L'Europe fabrique l'arme, l'Europe fabrique les armes, ils ont bien besoin de preneurs. Et du coup, ils vont chercher le terrain qui est propice par rapport à ça, c'est l'Afrique. Surtout que les Européens, eux, maîtrisent vraiment bien l'Afrique. Ils le maîtrisent très bien. Ça fait qu'ils savent les leviers qu'ils peuvent toucher pour qu'on s'entretue. Ils savent très bien ces leviers-là. Donc aujourd'hui, le problème de l'Afrique sera d'abord, c'est un problème idéologique. C'est un problème idéologique parce qu'aucune civilisation ne peut se construire sans aucune base spirituelle. Nous, on est des colonisés. Notre pensée, elle est colonisée. C'est pour ça qu'en Afrique, quand nous parlons, on dit que même le blanc a dit que. Donc le blanc, c'est la parole de Dieu. Quand il vient, même le blanc a dit que, l'Europe a dit que. Vous voyez que mentalement, on est affaibli. Et maintenant, on a aussi certains panels, certains hommes politiques qui viennent faire, bon, c'est les dos utiles du système. Parce que comme disait le frère sur le plateau, le président Biya, c'est un grand stratège. Mais rares sont ceux qui le comprennent. Même dans le panel, dans certains panels, on l'instruit. Nous, on est en Europe, on voit bien la réalité de l'Europe. Parce qu'on a quand même le minimum des armes pour pouvoir comprendre le réel. Donc, du coup, ça fait quand on arrive en Afrique, on se dit, mais vous êtes archi d'école. Pour ceux qui sont en Europe et qui essaient de s'intéresser un peu à la politique européenne, ils vous disent, on n'est pas dans le réel. Ici, en Europe, même ta propre mère te met dehors, elle met ta chambre en location, elle ne discute pas avec toi parce qu'elle estime que tu es une charge pour elle. Il n'y a qu'en Afrique où on voit les gens qui attendent un sauveur. On parle de la Russie, c'est une très bonne chose, mais il faut d'abord que nous-mêmes on s'aide pour que la Russie vienne compléter ces aides-là. Et les sauveurs qu'on a le président, on le vend dans les radios, dans les chaînes de télévision, c'est un panel de traite de tous les noms d'oiseaux. Mais on ne réalise pas le combat que ce monsieur est en train de faire. L'Africain a tellement peur de la liberté qu'il ne veut même pas se battre déjà. Il ne veut pas, parce qu'un homme qui peut être libre va mettre tout en place pour pouvoir obtenir cette liberté-là. Il n'attendra plus rien de... Parce que on ne peut pas être en accord avec l'Europe. Du moment où on est un seul instant en accord avec l'Europe, c'est qu'on est dans le mauvais camp. Du moment qu'on va parler de démocratie comme les Européens parlent, on est dans le mauvais camp. Il faut qu'on apprenne à vivre avec notre réalité. Une réalité qui n'est pas l'Europe. Aujourd'hui, en Europe, il fait quoi? En Afrique, il fait chaud. Vous voyez qu'on n'a rien en commun. Il faut qu'on essaie de penser un système qui est propre à nous. Au lieu de toujours s'attacher aux histoires d'Europe, il finance les partis politiques chez nous, il finance les hommes politiques chez nous, les terroristes qui sont couchés, quand on a besoin d'eux, on les balance dans les chaînes de télévision et les Africains continuent à écouter ça. Alors qu'on sait que c'est un pays qui nous a fait autant de mal. On ne doit plus, on s'en fout de l'Europe. L'Europe n'est rien. Mettons l'Europe de côté et battons-nous comme on peut. L'Europe ne peut rien nous emporter. Elle ne nous a jamais rien donné. Elle nous a méprisés depuis qu'elle est comme elle est là. Laissons-les. Battons-nous avec les armes qu'on a et puis on trouvera la solution. L'Europe fait la guerre aujourd'hui parce que c'est son histoire, ce n'est pas une démocratie. Eux, ils ont passé le temps à faire que la guerre. C'est le continent au monde où il y a eu le plus de sang. Merci beaucoup. Guerre, la deuxième. Ok, merci et bonne continuation, monsieur. Ouais, bonne continuation également à vous, un Cotige depuis Paris. On vous comprend parfaitement. Il appartient aux Africains de se battre pour se remettre en route. Au téléphone, bonsoir. Oui, bonsoir Steve. Comment est-ce qu'on vous appelle? Sango. Ah d'accord, Sango, on vous écoute. Bonsoir à tout le panel, bravo Triple A. Ben, écoutez, je suis très content de voir que toujours autant mobilisé et que voilà, le combat continue. Il faut surtout se dire que les Français ne peuvent pas aider le continent, parce que c'est un pays qui est fortement endetté, qui a 2800 milliards de dettes. Et elle ne peut pas aider d'autres pays. Il faut qu'elle règle des problèmes déjà en France avant de vouloir aider le continent africain. Là, elle vient en Afrique pour voler, pour piller. Et ça, il faut le marteler tous les jours. Tous les jours, je sais que vous le martelez, mais il faut encore plus le marteler. Et après, quand on voit comme des gens comme Guillaume Soro qui lance louange de Victor Hugo. Victor Hugo est un raciste notoire.
l'État français est un État criminel, a participé à la falsification de l'histoire de l'humanité. Ça, c'est pas moi qui le dis. Et comme je dis toujours, il faut regarder ce qui s'est passé dans le passé, ce qu'ils ont fait ces gens-là, pour voir le futur. Et tous les hommes d'État français sont des véritables criminels, des génocidaires, des esclavagistes. Et moi, je vis sur Paris, et toutes les écoles, elles sont ornées de leur nom. Jaurès, De Gaulle. Ici, ils sont grandis comme des héros. Et après, moi, je parle avec des Français. Les Français, ils disent, ben non, nous, on a la technologie, c'est pour ça qu'on est en Afrique. Non, laissez notre continent se développer. On a aussi des talents qui peuvent produire de la richesse, des industries, mais ils veulent pas. Donc, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Malgré que j'étais un petit peu en colère, ben, je vous remercie pour le travail que vous faites et force à vous, OTEP. OTEP à vous également, Sango, depuis Paris cet après-midi. Merci à vous également de nous avoir appelés. Au téléphone, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Alors. Oui, allô, bonsoir. Oui, je m'appelle Cissé. Mamadou, je vous appelle de la Belgique. De la Belgique, Cissé Mamadou, on vous écoute. Oui, bon, je vous dis que le travail, d'abord je salue tout le monde sur le plateau. Vous annoncez aussi, en 2024, le peuple sénégalais est prêt pour sortir de cette sémence de France-Afrique. Et nous allons virer directement sur l'intégration africaine et le panafricanisme. Et avec le jeune leader qui est le président Ousmane Sonko, qui dirige les Patriotes. Donc voilà, c'était une annonce que je vous fais. Voilà. Merci. Je ne vais pas vous prendre beaucoup à la ligne. Merci. Merci à vous également de nous avoir appelés cet après-midi. Nous prenons notre appelant rapidement au téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Ngos et bonsoir le panel. Comment est-ce qu'on vous appelle? Encore un sujet intéressant. Kountzmam. On vous écoute. Bon, je réagis un peu par rapport à ce qui vient de dire un des téléspectateurs à propos des intérêts de la France qu'il faut marteler. Il n'y a pas d'intérêt de la France en fait. Il faut justement marteler que c'est du vol, c'est du viol. Il n'y a pas d'intérêt africain, du mot français en Afrique. C'est du vol. Il faut déjà voir par comment ils sont rentrés en Afrique. C'est justement ce qu'il a dit. Hein. Il a dit qu'il faut le marteler, qu'ils sont des voleurs, qu'ils sont des pilleurs, qu'ils sont des violeurs. Mais il faut le marteler. Moi, j'appuie là-dessus, effectivement. Il ne faut même plus parler d'intérêt français en Afrique. Il n'y en a pas. On ne peut pas avoir d'intérêt chez autrui. Si vous n'êtes pas d'accord avec, vous n'êtes pas tombé d'accord. Mais alors, les intérêts dont on parle de la France, ce sont les Français qui ont signé ces contrats avec les Français. Souvenez-vous, en 58. Donc, il n'y avait pas d'Africains là-dedans. Souvenez-vous du franc CFA. Quel est l'Africain qui a signé? Il n'y avait pas d'Africains. Donc, c'est les Français anti-français. C'est les Français qui parlent français. Il n'y a pas d'Africains là-dedans. Donc, il ne faut pas parler des intérêts de la France en Afrique. Il n'y a pas d'intérêt. C'est du vol, c'est du viol, et point barre. Merci à vous, Kountzmam, de nous avoir appelés cet après-midi. Toujours au téléphone, ça continue de sonner au téléphone. Bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Oui. Oui, moi c'est Amine Touré. Amine Touré, baissez le volume de votre téléviseur, vous allez nous suivre plus facilement. Ok. Oui, bonjour, bonsoir à tous vos panélistes. J'appelle depuis le Canada. Ne soyons pas naïfs. L'opération Barkhane n'est pas finie. C'est une supercherie que la France est en train de nous montrer. On veut changer le nom pour faire taire tous ceux qui disent qu'il faut que Barkhane parte. Barkhane veut se fondre dans Takuba pour devenir l'OTAN sur la place. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la Russie est en train de poindre. Et une fois que la Russie va mettre le pied dans le Sahel, on va constater que le terrorisme va disparaître. Donc pour ça, il faut changer. Allô? On vous écoute, hein? Vous êtes en direct, on vous écoute. Donc il faut changer
il faut changer la figure de l'opération. Voilà. Ce matin, sur France 24, on entendait que la France demandait est-ce que l'OTAN va intervenir. Donc tout ça là, on comprend déjà là où la France veut aller. Parce qu'eux, ils ne veulent pas partir, ils ne sont pas prêts pour partir. Quand on parle aussi de djihadisme, le thème djihad est dévoyé de son sens. On voit très bien, parce que on a déjà dit depuis longtemps que le prophète a dit que le djihad est terminé. C'est maintenant, c'est le djihad de notre être, de notre intérieur qu'il faut combattre. Et c'est ça qui est dit aux musulmans, vous devez combattre votre être. Et c'est ça, aujourd'hui, on prend pour dire le djihadisme. Et en plus de cela, quand on regarde aujourd'hui, les djihadistes, ils tuent qui? Ils tuent des musulmans. Ils ne tuent pas d'autres, ils ne tuent que des musulmans. Donc ça ne veut pas dire que c'est du djihadisme, ça c'est du banditisme international qui s'étale dans nos pays. Donc voilà, moi, la contribution que je voulais amener à ce débat ce matin. Merci à tous ce que vous faites. Merci beaucoup à tous vos panélistes. Ils sont vraiment les vrais combattants de la cause africaine. Merci. Merci à vous également, Amine Touré, de nous avoir appelés cet après-midi. Je rappelle que vous nous appeliez depuis Montréal, au Canada. Bonsoir, Diviès et Ladifou Moula depuis ce côté. Content de vous savoir tous bien portants. Que Dieu bénisse l'Afrique, le Cameroun, le pays des Lumières. La France, ce pays malhonnête, incapable de se réinventer. La France pense qu'elle peut trouver refuge en Côte d'Ivoire. Elle se trompe, nous la combattrons partout où elle se trouve en Afrique. L'Afrique se relève et la France chie bleu, blanc, rouge. Merci à vous, Ladifou Moula, depuis Sokodé au Togo. Là encore, nous avons pas mal de personnes qui nous ont écrit, messieurs, encore d'autres messages. Bonsoir, monsieur Ngo Steve, c'est quand le film russo-centrafricain? Les touristes, s'il vous plaît, faites diligence auprès du chef des programmes. On a faim de ce film. Ne vous inquiétez surtout pas. Le message est bien passé. Je pense qu'ils sont en train de vous suivre d'ailleurs cet après-midi. Bonsoir, Steve. Que Goïta prenne ses responsabilités et demande aux Français de dégager. Rien ne va arriver aux Maliens. La France a donné quoi? À qui depuis la nuit des temps? Au contraire, c'est l'Afrique qui l'enrichit. Ce que je souhaiterais pour les Africains, c'est d'être vigilants afin de s'assurer que les présidents qu'ils voteront ne soient pas dans la secte des Blancs. Il faut également bannir le vocabulaire France-Afrique. C'est honteux, un pays face à tout un continent. Merci, courage à vous. Merci à vous également de nous avoir écrit cet après-midi. Roland depuis l'Espagne souhaite intervenir, si possible, s'il vous plaît. Oui, mais vous appelez et vous intervenez. C'est aussi simple que ça. Bonsoir le plateau panafricain et à vous tous qui élucidez l'Afrique. Nous sommes aux portes de la libération grâce à vos émissions. Que Dieu lui-même vous protège et comme le bazar n'existe pas, le jeune qui avait giflé Macron avait affirmé que le déclin de la France est arrivé. Pour l'instant, la France mise ses pions sur la Côte d'Ivoire et le Togo. On vient d'augmenter sur les produits pétroliers au Togo pour le préfinancement des campagnes électorales de Macron et c'est la population togolaise qui en souffre. La France vit des phosphates, de l'or, du fer, du pétrole, du marbre togolais. D'où la présence d'une base française à Lomé déguisée en école de police. C'est Djibril qui nous écrit depuis le Togo cet après-midi. On y va rapidement avec les messages. Bon après-midi à tous, content de vous suivre. Merci de nous édifier tous les jours. Bonne continuation. Cette personne qui est une dame ne nous a pas laissé son nom cet après-midi. Chers parents africains, partager est un devoir patriote d'amour et d'entraide pour peut-être sauver une vie ou guérir un parent lointain tout proche. Merci également à vous de nous avoir écrit cet après-midi. Bonjour mes frères panafricanistes, l'heure est grave. Nous devons choisir dans mes plus bref délai, une semaine pour toute l'Afrique de l'Ouest, par voie de WhatsApp, faire descendre toute la population dans la rue et demander le démantèlement de cette académie en Côte d'Ivoire. Sécurité de toute la région en dépend. Ouattara est un monstre. Où en sommes-nous avec les mouvements de la jeunesse malienne? France dégage tout le reste, on verra bien. Nous n'avons pas de terroristes africains en Afrique, mais plutôt des mercenaires français. Comment allons-nous faire pour infiltrer la jeunesse ivoirienne? Aujourd'hui même, je pense que dire que le plateau en tout cas, que les Russes viennent en catimini au Mali, ce n'est pas bien. C'est Madame Bellet qui nous écrit avec le 228. Cela signifie depuis le Togo cet après-midi.
Salut mes frères, que Dieu vous bénisse. Pourquoi vous n'invitez pas Kémy Séba? C'est Abomogi Folie qui nous accueille depuis le Togo. Eh bien, inviter Kémy Séba, c'est pas un problème, messieurs. Il faudrait déjà qu'il accepte. Et plus que 2 ou 3 minutes pour sortir de cette édition. Albert Anatola ici, merci d'avoir été là. Ça fait un plaisir. Charlie Kenyé, merci d'avoir fait le voyage pour être là cet après-midi. C'est moi qui vous remercie de l'honneur que vous me faites en me conviant auprès de ces aînés à qui j'apprends chaque jour. C'est un honneur. Merci beaucoup. Hein. Merci. Je pense que prochainement, on sera à Yaoundé. Hein. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a un studio qui est en train d'être construit du côté de Yaoundé. Très grand studio d'ailleurs. Nous serons à Yaoundé très souvent pendant près d'une semaine pour rencontrer les populations de la capitale. Ce sera également le cas sur tout le continent. Et je tiens à faire également une surprise à tous les Africains qui nous suivent tous les jours. Bientôt, nous serons ouverts sur le monde. Yamtima, merci d'avoir été là ce matin. Merci, moi que merci. Pacha Bafendo, merci à vous également d'avoir été là cet après-midi. Merci. Il faut quand même préciser à un autre seul qui nous appelle depuis le Canada, le panafricanisme n'est pas messianique. Nous ne croyons à aucun messie. Nous croyons à la synergie de l'ensemble de nos têtes, de nos bras pour libérer notre continent. Donc, mais nous ne pouvons pas cracher sur le fait que le retour de Laurent Gbagbo va quand même marquer les esprits pour la jeunesse africaine qui comprendra qu'un Africain peut être déporté, jugé par ses ennemis, mais revenir triomphalement chez lui. Ça, ce que ça produit dans les cerveaux des jeunes Africains, personne ne peut le deviner en termes de bonus dans la lutte formidable odyssée de ce combat pour libérer notre continent de tout ce que nous voyons. Merci messieurs d'avoir été là cet après-midi. Il faut rappeler que la création de cette école, voulue par les présidents français, Emmanuel Macron, et ivoirien, Alassane Ouattara, a été annoncée pour la première fois par Emmanuel Macron en novembre 2017, à l'occasion du lancement des travaux de construction de la ligne de métro d'Abidjan. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.